Alors, je vais expliquer comment ça va se dérouler pour que ça soit audible. Alors, moi, ce que je pense, on va peut-être parler quelques minutes un petit peu du côté spirituel de la Shemitah, puisque vous allez voir qu'en fait, il est très important. À la base, on se dématérialisait un petit peu pendant cette période où on a tellement un monde sophistiqué qu'on a pour Hachem tout ce qu'il faut pendant l'année de la Shemitah. Et surtout, plus les années ont avancé, plus on a réussi en Israël à obtenir pas mal de choses. Donc, le côté spirituel de la Shemitah, c'est lui surtout aussi qu'il ne faut pas manquer. Donc, on va dire quelques mots dessus. Ensuite, on rappelle qu'on est le shiur numéro 2. On avait fait un shiur où on avait donné les bases de la Shemitah. On n'était pas rentré vraiment dans le concret. Sauf par rapport au jardin, on était quand même rentré par rapport à des personnes qui ont des pots de fleurs, tout ça. On était rentré un petit peu dans les détails. Là, on va plutôt parler des choses très pratiques de la Shemitah et aussi pour retirer beaucoup de flou et de questions qu'on se pose. Alors moi, ce que je conseille, c'est que après que j'ai parlé du côté spirituel, je parlerai du côté pratique. Et après, à la fin du shiur, je vais rester un petit quart d'heure. On va faire un tour de questions. Si des choses sont restées encore floues, eh ben, on les répondra. OK? Alors, par rapport à la Shemitah, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il a une intention de nous éprouver un petit peu, de nous d'essayer son peuple, de donner une épreuve à son peuple un petit peu spirituelle pour renforcer sa émouna. Ça veut dire que parmi les nombreuses explications du but de la Shemitah, on peut dire que la raison la plus populaire, c'est la émouna. Et alors à l'époque, la émouna, c'était vraiment quelque chose qui était directement lié à la Shemitah, puisqu'on était tous en certaines sortes des agriculteurs, on travaillait la terre, et on n'avait pas la facilité d'avoir des pommes de terre de Roumanie et des ananas des 4 coins du monde. Donc, c'était une époque où, pendant l'année de la Shemitah, ça se ressentait. Surtout au niveau des légumes, c'était compliqué. Les arbres sont déjà plantés, ça c'est plus simple. Mais en tout cas, au niveau des légumes, et aussi, il ne fallait pas faire de business avec les fruits. Il fallait abandonner, laisser les gens rentrer, se servir. Donc, il y avait un vrai travail de Emouna pendant cette période. Et malgré qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses en Eretz Israël, qu'on est tellement avec une largesse à tous les niveaux et on ressent beaucoup moins tous ces missionnotes-là de la Shemitah. Mais ça reste néanmoins qu'Hachem, il nous fait passer un message. Il nous dit c'est une année qui doit être consacrée à Dieu, une année de Emouna. Donc, c'est pour ça que ça ne pas manquer. C'est-à-dire que dans la Shemitah, on doit être encore plus fort dans notre Emouna. Parce que c'est le but qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Un des buts qu'il a fait, tout ça, c'est pour se renforcer dans ce Inyan-là. Deuxième chose, c'est de se dématérialiser. Parce que la terre, c'était évident pour nous, le business, le travail. Et donc, abandonner un petit peu la terre, ne pas embellir son terrain, simplement le maintenir. C'était une certaine manière dans la Shemitah, si on a envie de faire des belles choses, on a envie de décorer, faire pousser des nouvelles plantes, belles choses, ce n'est pas le moment. Donc, c'était une certaine manière de nous faire passer un message. C'est un moment de se dématérialiser. Et c'est vraiment fortement lié justement à la parashat noire qu'on a lu Shabbat, où on a 2 événements qui ont bouleversé l'humanité, qui étaient le déluge. Et en deuxième chose qui a énormément en vérité troublé, comme on dit les Balbel, troublé l'humanité, ça a été la tour de Babel, qui a ensuite entraîné une punition de la diffusion de l'humanité dans les 4 coins du monde, chacun sa langue, etc. Et c'est évident que ceux qui ont vécu ça ont été un petit peu fortement bousculés. Et la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est sympathique. Il y en a qui suivent l'histoire de l'Arche de Noé. Elle a atterri sur le mont Ararat, sur la frontière turque et arménienne. On sait qu'en 1876,
dans les recherches de l'université d'Oxford, on a le James Bray qui est monté au plus haut pour la première fois, 5500 mètres. Ils ont trouvé donc une planche de bois travaillée de 12 mètres de long, c'est connu, etc. C'est reporté par des goïms, et c'est pour ça que tous les goïms qui étaient en dessous ont toujours dit que c'était l'endroit de l'Arche de Noé. Et donc, ils ont quitté, l'humanité a vécu en bas de la montagne pendant des périodes. Ils sont partis 340 ans plus tard. Ils ont avancé vers l'Irak. Et c'est là-bas qu'ils ont fait la tour de Babel. Et ces deux épisodes, en vérité, nous disent, premièrement, de ne pas aller vers le plaisir de ce monde, ne pas exagérer là-dedans. On peut avoir une belle maison, on peut avoir des beaux habits, mais ne pas exagérer, même dans les choses permises. Il faut savoir se retenir, il faut savoir avoir le goût plutôt dans la spiritualité, dans la tfila, dans nos mitzvot, dans nos durim, etc. On peut avoir de la matérialité, on peut en profiter, mais ne pas exagérer dans la matière. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le dor du Maboul. C'est pour ça que la Torah nous raconte ça. Ce n'est pas un livre d'histoire. Elle est en train de nous dire, regardez quand l'homme, il suit l'animal qui est en lui. Et donc, les plaisirs matériels, même permis, amènent des plaisirs interdits. Et ensuite, il n'y a plus de limite. Qui shrit kol et darko al haaretz. Il n'y a plus de limite au niveau des péchés. Et donc, on est tombé très bas. Et ça amène un déluge. Oui, ça, dans notre vie, à nous, ça amène un déluge. Et malheureusement, il faut savoir que c'est une des causes. Des fois, des gens ils disent, mais pourquoi c'est si difficile aujourd'hui l'éducation des enfants? Alors, c'est évident qu'une des réponses, c'est que la facilité de voir le monde, elle est beaucoup plus grande dans le monde moderne, c'est vrai. Mais il y a aussi, on a un côté fautif. Nous, en tant que parents, c'est que dans le monde moderne, on a donné beaucoup plus d'accent à la matérialité. Notre arrière-grand-mère, nos grands-parents, ils étaient contents d'être assis autour d'un café, d'un thé, etc. On a mis une belle tomate qui était coupée. Elle avait une bonne odeur. Et on était contents autour de ça. Il y avait beaucoup de simplicité. Beaucoup de simplicité. Les gens savaient rire. Les gens fêtaient beaucoup plus que nous. Les gens ils pensent qu'aujourd'hui, le monde moderne, on fête plus. Non. Un mariage à l'époque, c'était une semaine de la fête. Un mariage, il ne se terminait pas à 1h du matin. Il se terminait à 7-8h du matin. C'était il y a encore 100 ans en arrière. C'était la fête. Les familles venaient de partout. C'était une semaine avant déjà. Des fois, on ne faisait pas tachanoun avant qu'un khatan se marie. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement toute la vie, elle était en fête. Il y avait des familles qui étaient arrivées de partout. Les gens ils cuisinaient du matin au soir, etc. Et c'était la vraie fête. Mais c'était la fête dans des choses beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Pas la dernière salle la plus moderne et on vient avec la plus belle des voitures, etc. Et donc, l'accent qu'on a mis sur la matérialité, en réalité, nous amène un vrai maboul dans notre maison. Et c'est ça c'est là l'histoire de Parashat Noach. Elle nous raconte cette chose-là. C'est que, voilà, on parle de nos chaussures, on parle de nos vêtements, on parle de la dernière marque de portable, et on est accent sur la matière. Et c'est tout le monde moderne qui fait ça. Toute la journée, ils nous mettent des pubs pour qu'on soit dans le meilleur hôtel, etc. Les gens, quand ils mangeaient, on était contents d'avoir mangé un bon repas, mais on n'était pas obnubilés par le repas et qu'on parle que de ça, et la meilleure viande, et le meilleur poisson, etc. Aujourd'hui, on a un accent, on met beaucoup de force sur la matière, et c'est pour ça que l'année de la Shemitah, elle vient nous apprendre. Ok, un petit peu, calmez-vous un petit peu, il faut un peu se dématérialiser. Alors, il y a certaines personnes, justement, quand ils habitent des fois dans des endroits moins servis que nous. On a quand même ici des magasins très religieux, donc on a pas mal d'options. On a des endroits, beaucoup de gens religieux qui habitent dans des villes comme Natania, Herzliya, etc. Ils ont beaucoup plus de mal que nous de trouver des choses. Et ils y trouvent que dans chaque super, c'est des termes écrira, on va parler de choses. Et donc, bon, ils souffrent un peu plus, mais il ne faut pas non plus. Il faut dire, oui, ça fait partie de la Shemitah. Au moins, il y a quelques personnes qui vont représenter un petit peu le Messirut Nefesh, mais le message, il est pour tout le monde. Dématérialisez-vous un petit peu. Ça, c'est un des messages de la Shemitah. Et aussi, automatiquement, quand les gens ne travaillaient pas les terrains, ce qu'ils faisaient, ils étudiaient plus. Et c'est pour ça que dans tous les Sfarim, c'est marqué que l'année de la Shemitah, c'est une année qu'on doit consacrer, on doit se renforcer dans l'étude de la Torah. Et ça parle aux hommes, ça parle aussi aux femmes, parce que c'est un message général de se renforcer dans les shiurim, de se renforcer dans l'étude. Ça, c'est ce qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu. Et au contraire, moi, je pense que c'est un des accents les plus importants de la Shemitah, puisque aujourd'hui, on va voir, on est tellement bien desservis
qu'on ne va pas tellement ressentir qu'on a abandonné notre terrain, qu'on a moins de fruits, moins de légumes, moins de choses. Et plus ceux qui ont habité là depuis 20-30 ans, ils ont vu comment ça a évolué. Il y a plus de 30 ans, on souffrait beaucoup. L'année dernière, là, il y a 7 ans, il y avait pas mal de choses qui manquaient, etc. Et là, de mieux en mieux, on trouve des bonnes choses parce que ça s'organise. Bon, mais d'un autre côté, il ne faut pas perdre le message de Dieu, de se dématérialiser et en même temps étudier plus la Torah. Et c'est pour ça que la sagesse, Dieu nous a donné le sechel, nous a donné l'intellect pour justement l'utiliser pour l'étude de la Torah, pas pour être des philosophes. Et on a pu voir, ça c'est la tour de Babel. La tour de Babel, ils utilisaient, la Torah le raconte, bon, c'était la technologie, d'être tous ensemble, une puissance, on parle tous la même langue. Et on a des tours jumelles, ils ont fait le Migdal Babel, c'était une sorte de technologie de l'époque. Et Hachem, il a montré que non, de cet endroit-là où il y a la tour de Babel, ça a poussé le Talmud. Le Talmud de Babylone, il a été développé là-bas. Pourquoi ? Parce que justement, c'était la réparation. Vous avez utilisé le côté intellectuel pour oublier Dieu, parce que c'est ça le danger. D'étudier la science, c'est quelque chose de super. On peut découvrir Hachem. Mais le problème, c'est que l'être humain, s'il se laisse aller avec l'intellect, il peut se perdre. Et très souvent, ça donne de l'orgueil. Plus on est intellectuel, plus on est orgueilleux. Puisqu'on comprend, on est arrivé sur la Lune, on est capable de faire telle chose au niveau génétique, on peut faire des choses. Et plus l'humanité avance, normalement, ça devrait faire l'effet contraire. Comme la Gemara le dit dans Masechet Choulin, page 89, elle dit que pourquoi j'aime mon peuple ? Dieu il dit là-bas comme ça, pourquoi j'aime mon peuple ? Et Dieu il explique à tout le monde pourquoi j'aime le peuple juif. Il dit, moi, j'aime mon peuple parce que quand je leur donne la grandeur, je leur donne le succès, je leur donne l'intelligence, ils sont plus humbles. Comme Abraham, je lui ai donné la grandeur et il a dit Anochi Afar Ve'efer, je suis comme de la terre et de la poussière. À Moshe et Aaron, je leur ai donné la grandeur, ils ont dit on est considéré comme rien du tout. Et David Amelach, je lui ai donné la grandeur et il a dit Anochi Tolaat Veloi, je suis un ver de terre, je ne suis pas un être humain. Et donc, par contre, les nations, plus ils apprennent, plus leur coefficient intellectuel augmente, plus ils ont trouvé des choses et plus ils m'oublient et plus ils ont de l'orgueil. Mais malheureusement, ça rentre aussi chez nous. Donc, c'est ce qui est passé avec Migdal Babel. Donc, en vérité, la Chokhmah, Hachem dit, le Sechel, utilisez-le pour comprendre la Torah, comprendre la volonté de Dieu. C'est exactement ça, le Talmud le Talmud de Babylone, il représente justement le symbole de la sagesse, de l'intellect du judaïsme. Donc, en tout cas, c'était un petit point pour dire que pendant la Shemitah, on va devoir renforcer notre déconnexion un petit peu de la matière. On va devoir se renforcer dans l'étude de la Torah. Et en premier, au-dessus de toutes les choses, c'est la Imuna. Ça, c'est qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et c'est pour ça que c'est très lié la seule fête qui s'appelle Zman Simchatenu. Le temps de la joie, c'est Sukkot. Malgré qu'on se réjouit à Pessah, on se réjouit à Shavuot, la seule fête qu'on dit Zman Simchatenu, c'est Be'etzem Sukkot. Vous savez, c'est au pluriel. Zman Simchatenu, c'est qui les deux joyeux dans l'histoire? C'est le bon Dieu et nous. Donc, c'est notre Simcha. On est joyeux, le peuple juif est content de Dieu, Dieu est content de son peuple. Ismar Israël Beosav, Ismar Hashem Bemaasav. Chacun il est content de l'autre. Et pourquoi ? Parce que justement, la fête de Sukkot, ça représente lorsque la Emouna, qui a commencé à Pessah, qui est descendu encore plus dans l'intellect à Shavuot, à Taouret Aladat, qui Hashem Elohim Enon Mevado, nous a pénétré le cœur pendant la fête de Sukkot. Et c'est pour ça que le seul endroit où le Maïmonide parle de l'importance de la joie, c'est dans les lois de Sukkot, dans les lois des mitzvot en général. À la fin du 8e chapitre des lois de Lulav, donc à la fin des lois il y a 6 chapitres qui parlent de Souka et 7 et 8, le 7e et 8e chapitre qui parlent des lois de Lulav, et à la fin, dans le 8e chapitre, Halakha 15, c'est là-bas que le Rambam il développe la joie dans les mitzvot. Il dit qu'un juif il doit être heureux de faire les mitzvot, et que si un juif n'est pas heureux et n'est pas joyeux dans son service de Dieu, et bien, chas v'shalom, alors
il pourra être puni des plus, là-bas il amène des plus graves malédictions qui sont marquées dans la Torah. C'est super rare, c'est-à-dire que les malédictions les plus intenses, c'est Parashat Kitavo, c'est là-bas qu'il y a énormément de klalot, beaucoup plus que dans Parashat de Chukotai. Et là-bas, le verset il se termine comme ça. Il dit pourquoi toutes ces klalot ils viennent. Tachat asher lo avad et Hashem elokecha besimcha u'torah kol. Ça veut dire quoi? Alors tout le monde comprend. Rashi, le Roi Chaim Akadosh, Nachmani, tout le monde a compris. Ça parle. Pourquoi ça arrive tout ça? Parce que on n'a pas servi Dieu quand tout se passait bien. Et on avait des bonnes nouvelles, on avait la parnassa, on avait tout ce qu'il faut et on n'a pas servi Dieu. Comme ça, ils ont tous compris. Tachat asher lo avad et Hashem elokecha besimcha u'levav. C'est-à-dire, tu n'as pas servi Dieu quand tu avais la simcha et tout le vav. Tu n'as pas servi Dieu. Le seul qui ne comprend pas comme ça, un des seuls, c'est le Maïmonide, le Rambam, le Harizal, le Balatania dans le Pérec 26. Il dit comme ça, il dit non, ce n'est pas ça le pshat. On parle d'un juif religieux. Il fait toute la journée, il va au kollel. Sa femme, elle est ultra religieuse. Ils font Torah et mitzvot, ils étudient. C'est des gens super pieux. Et pourquoi ils ont les klalotes? Parce qu'ils font tout ça, mais sans simcha. C'est une explication incroyable que le Rambam donne. Tachat asher lo avat et Hashem elokecha. C'est pas qu'on n'a pas travaillé quand on était des simcha, c'est qu'on n'a pas servi Dieu avec simcha. Et c'est bizarre, aussi difficile. Pourquoi quelqu'un qui fait Torah, mitzvot, il étudie toute la journée, mais quand on le voit dans la rue, il fait pas des sourires, il est toujours un petit peu un angoissé de nature, il n'y a pas de simcha qui se dégage. Pourquoi tirer le contraire de la bénédiction? C'est quand même un bon juif. La réponse, c'est une des réponses pourquoi le Rambam il est tellement sec, et que le Balatania aussi a pris l'explication du Rambam, c'est parce que le Rambam pense que lorsqu'un juif il n'est pas bessimcha, c'est qu'il il a un vrai problème dans la émouna. Parce que la émouna la plus importante, c'est laquelle? C'est que Dieu, c'est le créateur. Mais le Maïmonide explique lui-même, non. De croire en un créateur, c'est quelque chose de simple. La vraie émouna, c'est quoi? La mitzvah de émouna, c'est pas simplement de croire qu'il y a un créateur, c'est simple qu'il y a un créateur. Qui c'est qui ne pourrait pas croire à un créateur lorsque le monde il est aussi sophistiqué que ça? Une chemise, on ne pourrait pas imaginer qu'elle s'est faite toute seule, même avec 6 000 ans de Big Bang. Ça ne va jamais le faire. Alors qu'Al Vachomer, lorsqu'on parle de Simcha, qui est Be'etzem, lorsqu'on parle d'un monde aussi compliqué que ça. Donc, comment c'est possible que un juif il ne va pas croire en Dieu? Donc, c'est sûr que la Emouna, c'est quelque chose de simple. C'est quoi la Emouna? Le Rambam parle, c'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui maintient chaque situation. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est en train, pas simplement qu'il a créé le monde il y a 6 000 ans, mais chaque seconde, il est en train de le maintenir. Si je respire, c'est grâce à lui. Si je vis, c'est grâce à lui. Si mes enfants vivent, c'est grâce à lui. Si les personnes, ils ont de quoi manger, s'ils ont réussi à dormir hier dans un lit, c'est grâce à lui. Et ça, c'est la émouna. La mitzvah de croire en Dieu, c'est pas de croire qu'il y a un créateur. Le Rambam dit, c'est simple. C'est de croire que c'est le créateur de chaque situation actuelle. Le monde disparaîtra. Ça, c'est la émouna. Donc, quand une personne, son oncle, lui aurait offert pour la fête une belle somme, 2 000 €, tiens, pour la fête, pour que tu passes une bonne fête. Il se ressent tout joyeux, tout content et en même temps, il se ressent tellement reconnaissant envers son oncle pour 2 000 €. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les envoie les 2 000 €. C'est Hachem qui t'a donné l'air qui est dans tes poumons. C'est Hachem qui t'a donné des enfants en bonne santé. C'est Hachem qui te maintient. Donc en vérité, quand une personne n'est pas Bessimcha, le Rambam, il pense qu'on a touché à la mitzvah numéro 1 du judaïsme, croire en Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle de quelque chose aussi grave que ça. Donc en tout cas, c'était tout simplement tout ça pour dire qu'on a 3 points à renforcer, comme on a dit, dans la Shemitah. Le premier, c'est la Emouna. Deuxième chose, se dématérialiser un petit peu. Et troisième chose, c'est des moments où il faut plus
avoir d'accent sur l'étude de la Torah. Ok, on va commencer donc le côté pratique de la Shemitah. On a parlé dans le shiur précédent des bases de la Shemitah, et là on va essayer d'un petit peu d'être un peu plus concret. Alors, la première chose, je vois que beaucoup de personnes ont chaud, peut-être que vous voulez allumer quelque chose, hein? Je vois qu'il y a beaucoup de... Hein? 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 Non, c'est... Non. Je ne veux pas voir les gens fondre pendant le cours. Excusez-moi, selon la halakha, quand il fait chaud, un bébé, à qui on doit donner la préférence? Ceux qui approchent, enfin, en été, hein. En hiver, je sais que... Non, mais là, je crois que l'été n'est pas terminé en Israël. Non, en hiver... Ah. Ok. Alors, regardez. Donc, on va commencer avec les choses les plus pratiques de la Shemitah. Et à la fin, on laissera un petit quart d'heure, comme j'ai dit, 20 minutes de questions. Comme ça, le but, c'est de ne pas sortir avec du flou dans l'histoire de la Shemitah. Alors, premièrement, on est Baruch Hashem dans une ville quand même froum, et surtout à Ramat Bet Shemesh. Et donc, on a pas mal d'opportunités au niveau d'avoir des choses qui sont, on va dire, Meouda. Alors, la première chose à préciser, qui est simple, c'est que toute chose qui a poussé ou qu'on fait pousser en dehors de la terre d'Israël n'est pas concernée par la Shemitah en rien du tout, malgré que ça rentre en Israël et que c'est vendu dans les magasins en Israël. Ça veut dire ce qu'on appelle Yevul Choul. Vous allez voir, donc c'est très important, c'est une grande base à retenir, c'est que si vous êtes dans un magasin et vous avez un cher basique, un match qui n'est pas spécialement méadrine, d'accord, ou un cher qui n'a pas un renom important. Je ne vais pas rentrer ici, après je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mais sans vexer, bien sûr, aucun cher. Mais lorsqu'on a quelqu'un qui nous marque Yevul Choul, il faut y croire aussi. C'est facile aujourd'hui, le peuple juif, Baruch Hashem, il est très malin. Ce n'est pas compliqué d'aller acheter quelque chose dans un marché la nuit, le soir, où ils vendent, où les camions viennent se ravitailler dans certains endroits, et de marquer le carton que vous voulez. Et s'il y a un cher où il n'y a pas un mashgiach qui tourne beaucoup, il vient une fois de temps en temps. Il sait très bien que quand il vient, c'est le mardi ou le lundi. Il ne vient jamais avant 10 heures du matin. Ben bon, à 6 heures du matin, il a fait ce qu'il veut dans son magasin, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même. On ne fait pas confiance à n'importe quelle personne. D'accord? Comme je donne un exemple, après, on va parler des fleurs, par exemple. Quelqu'un qui vous vend des fleurs sur la route, il peut vous marquer ce qu'il veut avec un carton. Bon, qui dit que c'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est important de quand même, pendant la Shemitah, d'être encore plus sérieux que d'habitude au niveau de chercher une Touda normale, qui est à l'heure, qui est à jour, etc. Alors, dans des villes comme chez nous, on est quand même un peu plus rassuré. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fous et que tellement de curieux. Il y a 50 personnes qui appellent des coups de téléphone. C'est vrai que votre cher, il est bien sur ce magasin, etc. Et ça n'arrête pas. Donc, ils sont très surveillés et ils ont très peur. D'accord? Parce que c'est le grand public. Si on n'achète plus, si on dévoile quelque chose sur eux, on n'achète plus, etc. On ne leur fait plus confiance. Mais très souvent, on est en voyage, on est dans une autre ville, on est à Herzliya, on est à Tel Aviv, etc. Bon, alors faites attention, parce que quand il vous a marqué sur un carton marron Yevul Choul, faites confiance. D'accord? Donc, c'est quelque chose de logique. Et même s'il a la photo du Rambam sur le magasin, c'est pas grave. Ou du Rabbi Shimon Bar Yochai. Si c'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui était le mashgiach, j'aurais mangé. Mais il est qu'en photo. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de quand même faire fonctionner son intellect et de dire il faut une teuda. Donc maintenant, quand on sait, quand c'est vraiment quelque chose de sérieux qui dit Yevul Choul, ça veut dire ça vient de Choul, de l'étranger. Alors ça peut être la Jordanie, ça peut venir de Roumanie, ça peut venir d'à droite ou d'à gauche, d'Égypte, ça peut venir même dans des territoires qu'aujourd'hui, ça s'appelle Israël. Mais si ça pousse à côté d'Elat, on est tranquille.
On est tranquille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les territoires ni de Babel, ni dans les territoires conquis, même dans la première conquête. Ça fait partie des Eretz Israël du futur, ou bien c'est une discussion virtuelle. C'est quoi le fleuve? C'est marqué An-Nachal Mitzrayim. Est-ce que c'est El Arish? Est-ce que c'est le Nil? Donc c'est une île, ça veut dire que ça irait très loin, etc. Mais ce n'est pas du tout évident. Comme le Rabbi, quand les Chabad de Elat font 2 jours. Alors, le Rabbi ne voulait pas non plus qu'on fasse de pression. Il ne voulait pas qu'on fasse de pression aux gens qui font 1 jour et sont sortis se reposer. Pas parce que c'est pour la Shemitah un problème, simplement parce que les témoins, quand ils arrivaient en général à l'heure dans ces endroits-là encore, pour faire savoir le jour de Rosh Chodesh, automatiquement on savait c'était quoi le jour de la fête. Mais en tout cas, et en plus même d'après la Eda Haredit qui est a priori les plus grands Machmirim, et sur ce point-là, c'est des grands Mekilim. Ils disent, parce qu'au nom du Minchat Yitzhak, qui était un des grands rabbinim de la Eda Haredit, le Rav Weiss, pas celui-là qui vit maintenant, hein, mais le Rav Weiss du Minchat Yitzhak, donc Rav Yitzhak Weiss, c'est qu'on prend la pointe de la fin de Yam HaMelach et on fait un tiré en alarson vers le sud, vers Gaza, et toute cette partie-là, ce n'est pas Israël. Donc, pendant l'Aïda Haredit, jusqu'à aujourd'hui, on a à côté du Kibbutz Yael, bien avant, même dans des parties plus hautes que par exemple, pour le Rav Efrati, c'est encore du domaine de Babylone, de la conquête de Olé Babel. Donc, c'est encore Eretz Israël, Mamash. Mais la Haredit, il y a un certain point qu'on considère comme l'étranger. Mais en tout cas, les endroits qui sont d'après tout le monde, en dehors, comme dans la Harava, mais très au sud, comme la Harava qui est vers Midbar Paran, etc. Tous ces endroits-là, on peut semer, on peut acheter de là-bas, et il y aura marqué Yevul Choul. Kavachomer, quand ça vient de Jordanie, ou que ça vient vers au-dessus du Ramat Golan, etc., dans certains endroits qui sont appelés comme étrangers. Donc, Yevul Choul, avec un mot Hersher, on est tranquille. Il n'y a pas de Shemitah. Il n'y a pas de faire besoin d'une poubelle de Shemitah. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut acheter? Etc. On est tranquille. Donc, à chaque fois que vous voyez, des fois, vous allez voir des restaurants où il y aura marqué Khatam Sofer, Shemitah Lechumra. En général, quand il y aura marqué Shemitah Lechumra, ça veut dire que rigoureux. En général, ils ne vont même pas amener des cas de Shemitah qui pourraient être selon différentes opinions. Ils vont dire que c'est du Yevul Choul. Ça vient de l'étranger aussi. Donc, ça, c'est important. Donc, tout légume qui provient de l'étranger, c'est marqué Yevul Choul. D'accord? C'est marqué Yevul Choul d'un bon Hersher. En général, on est tranquille. D'accord? Ça, c'est une première chose. Ça ne peut pas venir de Gaza ou des choses comme ça. Alors, mais ça dépend. Alors, une seconde. Alors, j'arrive. Donc, Yevul Choul, ça s'appelle pas en Israël, d'après la halakha. C'est-à-dire que c'est ni la conquête. Il y a la première conquête et la deuxième conquête. La première conquête s'appelle Olé Mitzrayim, ceux qui sont montés d'Égypte. Deuxième conquête s'appelle Olé Babel. Quand c'est Choul, c'est complètement en dehors de ces territoires-là. Et comme c'est en dehors de ces territoires, il n'y a même pas de loi de Shemitah. Mais la seule chose qu'on demande, c'est que c'est une personne sérieuse qui nous dit que c'est Yevul Choul. Donc un Hersher normal. Méadrin, ça peut être Sherit Israël, ça peut être un Hersher Méadrin Chashov qui donne, BSM, ça peut être Khatam Sofer, ça peut être des fois dans des restaurants, etc., mais qui nous marque, il y aura marqué, c'est Yevul, vous demandez au Mashgar, il dit c'est Yevul Choul. Ensuite, il y a un deuxième point qui s'appelle Yevul Nochi. Yevul Nochi, ça veut dire que ça ne vient pas d'en dehors d'Israël, ça vient d'Israël, mais ça vient d'un terrain non juif. Mais un terrain non juif qui lui appartient à la base, pas un terrain qu'on lui a vendu pour la Shemitah. Parce que là, ça passera à un autre nom, ça s'appellera Eter Mechira. Le juif qui a acheté la production de tabac, c'est ça? Oui. Un juif qui a acheté. À Hebron, un endroit en Israël, il y a des terrains qui sont dans les mains des non-juifs, aujourd'hui en Terre Sainte. Ça leur appartient depuis tout le temps. Et en tout cas, on ne leur a pas vendu pour la Shemitah, c'est vraiment à eux. Ils habitent vraiment là-bas, ils travaillent, c'est leur terrain. Donc, c'est ce qu'on appelle un Yevul Nochi. C'est vrai que ce n'est pas Choul, ce n'est pas Chutz Laaretz, c'est Nochi, c'est Goy. Pour dire, ça vient d'Israël, mais ça appartient à un Goy. D'après la majorité des décisionnaires, Sepharad, Ashkenaz, Chabad,
Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef Karo pense que quand le terrain, il est en terre sainte, mais il est dans des mains d'un goy, eh ben, il n'y a plus de loi de Shemitah, il n'y a pas de Trumot ou Maasrot, sauf s'ils vendraient des raisins et qu'on les transforme en vin. Là, ça voudrait dire que c'est Gomrobi d'Israël, mais c'est pas, de toute façon, ce n'est pas dans vos mains que ça arrive, c'est les chérim qui achètent tout ça, donc vous êtes tranquille. Mais concrètement, ça voudrait dire que ça peut avec le chat. Alors, c'était ça la grosse discussion. Il y a eu une polémique, que j'avais expliqué dans le premier shiur, une polémique entre Rabbi Moshe Tarani, qui était à son époque, qui travaillait dans le Bedin de Rabbi Yosef Karo Tzfat, qui se sont vraiment embrouillés, les deux ensemble, sur ce sujet, à tel point, alors d'abord, il faut savoir qu'eux, ils ont parlé que de Yevul Nochi, parce qu'aucun juif n'avait le droit d'avoir un terrain pour faire pousser des choses. On pouvait simplement habiter, mais le régime turc qu'il y avait en Israël ne permettait à aucun juif d'avoir un business d'agriculture. C'était qu'aux Arabes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun cas où on parle d'un terrain juif en terre sainte à leur époque. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, on n'a même pas les lois de Shemitah, à part les lois de Shemitah d'argent qu'on a même à l'étranger. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de quoi parler dessus, puisqu'ils n'avaient pas cette occasion. Par contre, on a les lois de Trumot ou Maasrot, parce que ça peut, même quelque chose qui vient d'un terrain d'un goy, comme je l'ai dit, des raisins, que nous, on les termine en faisant du vin. Alors là, on pourrait parler de Trumot ou Maasrot. Mais concrètement, la halakha, que ce soit après Rabbi Yosef, après Chabad, c'est que Rabbi Yosef Karo a raison pour nous. Et comme il a raison, ça veut dire qu'un terrain d'un goy en Eretz Israël n'a aucun problème. Qui s'est opposé à ça? C'était son ami Rav Moshe Tarani. Qui tranche comme lui en général? C'est le monde lituanien. Alors c'est pour ça que dans le monde lituanien, des fois vous allez voir, ils vont vous donner un Hercher, par exemple, je ne sais pas, chez Fajo, ils vont marquer c'est bon même d'après la chita du Chazon Ish. Pourquoi? C'est-à-dire que le Chazon Ish, lui qui pensait comme Rabbi Moshe Tarani, qui était Rav Abnei Brak, lui il dit que Yevul Nochi, on n'a pas le droit, ça s'appelle Gdushat Shvit, et que c'est un problème de faire un business avec. Donc, eux, ils vont faire en général que du Yevul Chul. Ils ne vont pas prendre de Yevul Nochi. Donc, très souvent, ceux qui vont avoir des Hersherim Litaï comme Sherit Israël, etc., ou des gens qui vont aller avec le Chazon Ish, il y aura marqué ici, c'est même d'après la Chita du Chazon Ish. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, ça vient de l'étranger. Ça ne vient pas d'Israël. OK? Mais en tout cas, nous, et la majorité, je pense, des femmes qui sont là, c'est ou des Sfaradiotes, ou etc., la majorité, et Chabad aussi, nous, on n'a aucun problème avec un Yevul Nochi. La seule chose, encore une fois, c'est la base qui revient à chaque fois, on va se répéter comme un perroquet, ce n'est pas n'importe qui va nous marquer Yevul Nochi. D'accord? Il faut que ce soit un bon Hersher qui est... Oui. Oui, il y a plein d'arnaques, etc. Donc, il nous faut un bon Hersher. Il n'y a rien à rajouter. Rien. Faites ce que vous voulez. Pour le moment, oui. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'expliquer. Là, pour le moment, on n'a aucune embrouille avec la Shemitah. Il n'y a pas de Shemitah. Il n'y a pas de Shemitah sur Yevul Chul, il n'y a pas de Shemitah sur Yevul Nochi. C'est un terrain d'un goy, il n'y a rien. Tout va bien. Faut simple. Faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire ce que vous voulez. OK. Donc, ça, c'est important de préciser. Donc, Yevul Chul, Yevul Nochi, on est tranquille. Les seules personnes qui peuvent s'inquiéter, c'est des Litaïm qui vont tenir du Chazon Ish. OK? Mais c'est en général, la majorité ne font pas attention à ça. C'est vrai que dans Ramat Betchej, on a quand même un Tzibour Litaï. Donc, eux, ils vont des fois acheter, vraiment, ils ne vont même pas acheter de la Haridit, parce que très souvent, même la Haridit, elle est cool comme nous sur ce sujet, comme le Rav Yosef, etc. Et en plus, il faut savoir que quelqu'un va dire j'ai envie d'être mahmir, je veux faire encore plus. Moi, je ne veux pas prendre niveau, moi, ça, je fais plaisir à tout le monde. Eh bien, non. Je vais vous dire pourquoi. J'avais expliqué un petit peu ça dans le shiur précédent. C'est que Rabbi Yosef Karo, il s'est tellement pris tête avec Rabbi Moshe Tarani qu'il a dit que celui qui tranche comme lui, il sera mis en quarantaine. Et il a écrit ça dans son livre Afkat Rochel. Donc, c'est pour ça que même Rabbi Yosef, toujours, il expliquait ça. Attention, ne faites pas la chouma de ça, parce que là, vous allez vous prendre le Beth Yosef en pleine figure, etc. Et les Sfaradites qui étudient de dire que Nicoul Nokri, c'est
Mais c'est un peu. Eux, Yevul Nochi, c'est Gdushat Shvit. Le goy, il a le droit de travailler son terrain, ça, personne ne le dit, qu'il n'a pas le droit de travailler. On dit qu'un goy, il n'a pas le droit à avoir une partie de la terre. Et même s'il n'a pas le droit, mais il l'a. Mais justement, s'il n'a pas le droit, alors c'est comme. Ah, c'est comme ça qu'on compte pour du beurre, ça veut dire. Non, alors c'était ça l'embrouille qui est entre. Par exemple, vous disiez qu'un goy, il n'a pas de part en Israël. C'est clair, mais ça veut dire que quand même, ça veut dire que malgré qu'il ne fallait pas. Non, le Rov des Poskim, il pense que malgré que la Gdusha d'Eretz Israël, d'une certaine manière, ne se décolle pas, etc., mais au niveau des Chiyuvim, des Trumot et de Masrot et de Shemitah, on n'est pas concerné quand c'est dans la main d'un goy. Maintenant, on passe à une étape 3. Donc, Yevul Nochi, Yevul Chul, tout va bien, il n'y a pas de Shemitah. C'est comme si vous étiez dans une année où il n'y a pas la Shemitah. C'est tout à fait normal. Simplement inquiet que c'est un bon Hercher qui vous le dit. C'est tout. OK, quelque chose de méadrine, c'est sérieux. Maintenant, on a maintenant un troisième concept qui s'appelle Eter Mechira. Alors, Eter Mechira, d'un côté, ça vient d'une bonne idée, dans le sens où il y a beaucoup de juifs qui sont en vérité qui ont des terrains, ils n'ont pas envie de perdre leur business toute cette année, ça prend du temps, etc. Et on perd de l'argent. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'on va vendre le terrain, comme on vend le Hametz à Pessah, ils vont vendre leur terrain. C'est une chose que d'abord, la vente du Hametz à Pessah, c'est des choses qui sont marquées dans la Tosefta, qui sont marquées donc, depuis l'époque de la Mishnah, qui sont marquées dans la Gemara, qui sont marquées en Shulchan Aruch. Par contre, ça, non. Ça, c'est quelque chose qui appartient à 100 et quelques années en arrière. D'accord? Donc, ce n'est pas une chose que les Chaim, ils ont décrété. Mais bon, ils ont dit si on peut vendre du Hametz, même que le Hametz, il a sur Minatora de le posséder, le Khtam Sofer, le Voitchor, le Moazaken, donc c'est un Issour Torah. Donc, pourquoi pas vendre la Shemitah qui est un Issour moins grave que le Hametz. Le Hametz, c'est la Torah, là, c'est rabbinique parce que comme le peuple juif n'est pas en majorité en Terre Sainte, la Shemitah en ce moment est rabbinique et pas toranique. Donc, ils ont dit pourquoi pas pour aider. Et en plus, très souvent, quand vous faites du Yevul Nochi, eh ben, il y a Mohamed et Ahmed qui sont en train de s'enrichir. Parce qu'il y a plein. Et eux, ils ont des cousins peut-être djihadistes ou hamasniques, ou je sais pas, etc. Donc, ça fait partie des idées. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas vendre le terrain à un goy, etc. On le vend par un an et demi, 2 ans. Et comme ça, ceux qui vont travailler dans son terrain, ça va être des goyim. Et donc, comme ça appartient au goy, et ben, c'est comme Yevul Nochi. Alors, vous comprenez que pour les Litaïm, ça ne veut rien dire, parce qu'eux, ils pensent qu'un Yevul Nochi, ça ne marche pas. Mais pour tous ceux qui tiennent du Beth Yosef, a priori, c'était une bonne solution. Maintenant, oui. Le juif qui vend son terrain, il a le droit de travailler dans son terrain ou pas? Non. Non, ce sera des goyim qui vont travailler. Sinon, en vérité, une marloquette entre Rashi et Tosfot, dans la page 26 de Sanhedrin. Est-ce qu'un juif peut travailler dans le terrain d'un goy en Eretz Israël? Marloquette, on est marqué. OK? Donc, c'est des goyim qui vont travailler. De toutes les manières, la majorité, je vous assure, les juifs, ils préfèrent être derrière des bureaux avec du mascan. Donc, c'est des Philippins qui travaillent, c'est des Arabes qui travaillent. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui veulent travailler dans l'agriculture en général et en Israël. C'est-à-dire, même sans la Shemitah, un juif. Ah non, c'est pas la Shemitah, il fait ce qu'il veut, il peut travailler, oui. Il peut travailler, mais en général, je vous dis, les gens, ils n'aiment pas ce boulot. C'est un terrain de goy, si c'est la 6e, 5e année, pourquoi on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, donc je reviens. Le Eter Mechira, c'est quoi? C'est donc de vendre. Maintenant, ceux qui sont opposés ont beaucoup d'arguments. Là, c'est l'argument que la dame elle a dit en arrière, c'est que là, on est actif. Ce n'est pas que ça appartient au goy malgré nous. Là, c'est nous qui allons vendre un terrain à un goy. Il y a un ISO dans le Shulchan Aruch, c'est 2151 du Yoredea, dans la page 20 de Maseret Avodah Zara. Lotechonem, al titen lehem chanaya bakarka. Ne leur donne pas un endroit pour habiter en Israël. Tu ne peux pas leur vendre. Même si c'est un millionnaire malheureusement, c'est en train de se passer, mais des millionnaires de Dubaï, etc., qui veulent des terrains, des hôtels, tout ça, c'est un problème de leur vendre des terrains en Terre Sainte. Donc, ne vends pas un terrain, et ça, c'est le premier gros problème. Deuxièmement,
puisque c'est interdit en vérité de vendre le terrain, normalement d'après la halakha, on dit ok, on a fait les malins, on l'a quand même vendu. Est-ce que la vente, elle prend effet? Il y a une opinion dans le Tosfot de Baba Metzi à page 10. Le Tosfot, il veut dire, il dit puisque d'abord la personne à qui appartient le terrain, le juif à qui appartient le terrain, lui ne sait pas vendre. Donc qui c'est qui va lui vendre? C'est les rabbanim. Donc c'est des émissaires. Et puisqu'il y a une base qui dit En shliach idvar avera, donc il touche une page 41, 42, un shliach ne peut pas être un shliach pour un péché. Donc le Tosfot il dit donc la shlichut n'a pas effet, donc la vente n'a pas eu lieu. Donc ça c'était aussi un argument fort du Chazon Ish qui dit la vente n'a pas eu lieu, et donc parce que c'est un péché, et donc ça ne servait à rien du tout de faire ça. Et en plus on transgresse un interdit de faire ça, d'aller donner un terrain à un goy. Troisième argument, vous allez dire, mais pourquoi à Pessah on vend et pourquoi on ne pourrait pas vendre? Ça, c'est l'argument que tout le monde nous dit. Ben, c'est très simple. Quand vous avez vendu votre Hametz, d'accord? Quelqu'un il a vendu son Hametz à un goy. Maintenant, le goy, il vous tape à la porte en plein Pessah, il dit, c'est à moi le Hametz, est-ce que je peux le récupérer? Vous allez lui dire oui ou non? Oui. On est tous partants. On ne veut pas faire de péché. Parce que si vous lui dites non, ça veut dire que la vente n'était pas sérieuse et vous faites un histoire de la Torah, d'avoir eu du Hametz jusqu'à maintenant. Donc, on est tous partants. Mais un juif qui a son terrain et qui le vend au goy, lui, il n'a pas envie de partir de là-bas. C'est son terrain. Et s'il va vouloir le récupérer, ça veut dire vraiment lui dire c'est à moi, je le garde, etc. Je fais ce que je veux, je veux venir avec ma femme habiter dedans. Je veux construire une villa. Les gens, ils vont pas être de la même manière. Comme ça, c'était une détail que le Rav Tzion Abashol disait. À la Vachalom, dans Orlet Tzion, il dit ça, il dit mais c'est clair que c'est pas sérieux ici. Quand on vend le Hametz, après ça, on est hyper sérieux. On veut vraiment pas qu'il nous appartienne. Et à 100%, là, c'est une sorte de compte, c'est une sorte de combine, etc. Mais on n'est pas réellement sérieux. De plus, et ça, c'est un point très important, c'est que pourquoi les sages, ils ont parlé de la vente de Hametz, c'est pas de ça. C'est simple. Parce que l'ambiance de Pessah, en vendant du Hametz, elle est quand même préservée. Vous avez fait le ménage pendant un mois. Vous avez mangé des matzot, vous avez mal au ventre, vous avez bu des 4 verres de vin, etc. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de choses pour Pessah. L'ambiance de Pessah n'est pas bafouée. Par contre, la Shemitah, c'est ça le Nisayon. Et d'un seul coup, tu viens, tu vends le terrain. Tu vends le terrain et donc tu sautes le Nisayon complètement. Donc c'est comme si que la Neshama de la Shemitah, tu l'as mis à la poubelle un petit peu. En vendant le Hametz, tu n'as pas mis Pessah à la poubelle. Tu as gardé, tu as fait le ménage. Tu manges pas de Hametz, tu manges des matzot. Donc, c'est pour ça que c'est très nuancé. C'est pas pour rien. Les gens disent, c'est pas la même chose. Alors, pour cela, le Eter Mechira est très discuté jusqu'à tel point, l'opinion la plus extrême, c'est le Chazon Ish qui va dire, le Eter Mechira, même si tu l'as fait, il ne marche pas. Comme je vous ai dit, parce qu'il y a une shliach de varver. Maintenant, c'est quoi l'opinion des autres poskim qui ont défendu le Eter Mechira? Alors, il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef le défend énormément, mais lui-même, il explique, il dit que quelqu'un qui a un ben Torah, il n'est pas censé en manger. Il l'a expliqué dans ses livres. Ses enfants, dans l'Yakut Yosef, ils le marquent mefourash. Ils disent quelqu'un qui a un ben Torah. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu témoigner d'un Rav de Mevaseret Sion que ça lui est arrivé pour pas faire honte à quelqu'un. Il y a un magasin de fruits qui était à côté de Beit Vagan, qui est un magasin de fruits très, très, très pour les riches. C'est le Nassi là-bas qui achète ces fruits. Chaque fruit, c'est un fruit spécial, etc. Ça coûte très, très cher. Il faut une mashkanta pour acheter des fruits là-bas. Donc, lui, il offrait toujours un carton de temps en temps de fruits Arav Ovadia, etc. Et pendant la Shemitah, on dit qu'une fois, il a amené un carton. Ça veut dire qu'il l'a pris, qu'il n'a pas pris, pour ne pas le vexer. Bon, c'est vrai que le Rav Ovadia défend la chose, mais il a quand même écrit, en tout cas noir sur blanc, qu'un Ben Torah n'est pas censé le prendre. C'est-à-dire quelqu'un les gens qui sont un petit peu traditionnels ou un peu froum, ça va, mais les gens qui sont vraiment froum, ils ne sont pas censés prendre, à cause des arguments qu'on vient de dire. Maintenant, quand même, l'argument qui défend, c'est quoi? Et il est important, pourquoi? Parce que moi, de la manière, je vais vous dire, dans ce shiur, de ne pas prendre le Eter Mechira. Mais, et même le Rav Ovadia, comme je vous ai dit, il dit qu'un Ben Torah, il y a beaucoup de gens qui sont mahmir, de ne pas prendre. Mais, alors, une des choses que le Eter Mechira, quand même, il faut le défendre, dans quel sens? Parce que des fois, il y a des gens qui vont nous inviter.
Et quand ils nous invitent, au moins, pour nous, ils ne vont pas nous prendre les Termicha, ils vont nous acheter du Yevul Nochi, du Yevul Choul. Mais ils ont cuisiné ces choses-là dans le. Et vous vous rendez compte que si le Chazon Ish aurait raison, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les tomates cuites dans une. Elle fait de la salade cuite, les tomates, ils auront interdit la casserole. Pourquoi? Parce que si la vente n'a pas eu lieu, eh ben, ils ont planté des tomates dans le terrain vendu au goy. Et c'est ce qu'on appelle un issour sfirin. C'est-à-dire quand on plante des légumes dans la Shemitah, les Chaim, ils l'ont interdit à la consommation. Et donc, comme c'est interdit à la consommation, il faudrait cachériser. Et c'est ce que Chazon Ish, je pense, le Rav Eliashiv, à la Vachalom, il disait qu'on ne peut pas manger dans les casseroles des gens qui prennent Etar Mechira. On ne peut pas manger dans un hôtel de Etar Mechira, même s'il nous fait un Yevul Nochi. Pourquoi? Parce que le goût est d'une chose qui a été plantée, la vente n'a pas eu lieu. Mais il faut venir, on va prendre les arguments aussi de Rav Yosef et de pas mal de poskim, et dont le Rabbi. Le Rabbi, dans les années 51, il a écrit une lettre, et c'était très intéressant. Le Rabbi s'est fortement opposé au Etar Mechira comme la majorité des décisionnaires, d'accord? Opposé, mais le Rabbi encourageait le Etar Mechira. Et c'est pour ça que ça, c'est la force d'avoir quelqu'un qui a un esprit très large. Le Rabbi, il a dit comme ça, parce que ce qui s'était passé dans les années 50, c'était très intéressant. Dans les années 50, ceux qui faisaient l'Etar Mechira, c'était des gens qui étaient très, très cool en halakha, et c'était des rabbins, qu'on va dire, un petit peu light, qui faisaient ça à cette époque-là. Il y avait beaucoup de rabbins pas très. Alors c'est vrai qu'il y avait des grands poskim qui avaient déjà écrit dessus, comme le dit Pessah Frank, les grands rabbins d'Israël, mais sur le terrain, dans les kibbutzim, c'était les petits rabbins de communauté un peu cool, qui étaient en contact avec les kibbutz, qui leur faisaient le Etar Mechira. Et le rabbi, il a écrit une lettre, il a dit, mais moi, je suis contre le Etar Mechira, mais il a écrit au grand rabbin d'Israël, à Rav Herzog. Au grand rabbin, il leur a écrit au début de l'État d'Israël, il leur a dit, mais c'est à vous de vous occuper de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des gens qui vont le faire. Et si la vente, elle n'est pas faite par des bons rabbins qui connaissent les lois des contrats, eh ben, les juifs qui vont semer là-bas, qui vont travailler, ils vont faire des vrais interdits. Donc, mettez des gens, des rabbinim en béton qui s'occupent de l'Etar Mechira pour au moins sauver beaucoup de juifs. En plus, il y a des gens dans des kibbutzim que eux, ils ne sont pas froum. Donc, si on ne leur donne pas un Etar Mechira, ils vont travailler sans Etar. Donc, il dit, venez, on les aide. Et ne laissez pas des rabbins rigolos le faire. Prenez des rabbins pointus pour le faire. Ça, c'était une des lettres du rabbi. Donc, mais qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette lettre? On a pu apprendre que le rabbi nous disait, n'achetez pas Etar Mechira, mais ça veut dire, c'était clair que l'Etar Mechira a pris effet si c'était des gens sérieux qui le faisaient, donc ça n'interdit pas les ustensiles. On peut manger chez quelqu'un qui prend Etar Mechira s'il nous achète des fruits ou des légumes, des choses qui ne sont pas du Etar Mechira. Maintenant, c'est quoi? Comment, par exemple, le Rav Yosef, il va défendre ça? Très simple. C'est quoi le issour de l'otechonem, de ne pas donner un terrain à un non-juif? Alors, probablement, il y a des opinions comme le mien qui pensent que c'est dit à des chrétiens, des gens qui sont idolâtres, etc., pas à des Arabes. Les Arabes, ils n'ont pas de foi en. Donc, il y en a qui permettent. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il interdit même à un Arabe de vendre une maison. Un juif peut vendre une maison à un Arabe en Terre Sainte. Mais c'est une opinion qu'il faut quand même mettre de côté. Deuxième chose, c'est quoi le but, l'interdit de donner un terrain à un goy en Eretz Israël? C'est de perdre du territoire dans la main d'un goy. Mais ici, en vérité, c'est vendu pour 1 an et demi. Et non seulement que le terrain, on ne va pas le perdre, mais grâce à ça, l'agriculteur ne va pas abandonner son métier. Il va le garder, son métier, parce que lui, quand il le vend, il sait qu'en général, il gagnait en 2 ans, 1 an et demi, il va gagner 500 000 shekels. Eh bien, il lui vendait, on vend cette somme-là, etc. Comme ça, lui, il retombe, il n'a pas perdu vraiment quelque chose. Bon, il va peut-être le vendre moins cher, mais en tout cas, il ne va pas perdre vraiment. Donc, grâce à ça, au contraire, ça va lui permettre de rester dans le terrain. Et en plus, quand on fait ça, à la place d'aller renforcer l'achat chez les Arabes, etc., de les renforcer nos ennemis, en même temps, c'est une sorte de manière de garder la parnassa de ce juif, etc. Donc, l'idée de l'otechonem, elle n'est pas vraiment mise de côté, elle est quand même protégée. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a dit que le Tosfot pensait que ça croisait, le Tosfot dit dans Bava Metzia, page 10, que comme c'est interdit, alors automatiquement, la vente n'a pas eu lieu. Alors, probablement, il y a 2 réponses dans Tosfot. Il y a une réponse qui pense que ça a oui lieu. Et dans ce 282 de Shulchan Aruch prochaine Mishpat, on voit des opinions qui pensent que ça a oui lieu. Et en plus, il y a un Pnei Yoshua, le choix de Krakow, que lui pense que même d'après sa manière de comprendre l'autre réponse de Tosfot, ça serait aussi, ça marcherait
la vente. Donc la vente, même si on va dire nous, c'est pas bien, elle marcherait quand même d'après beaucoup d'opinions. Et on rappelle que la Shemitah aujourd'hui, elle est que rabbinique, elle n'est pas d'après la Torah. On rappelle qu'il y a même des opinions que cette année, c'est pas la Shemitah. Rachid, dans Maseret Avodah Zarah, page 9, pense que la Shemitah, c'était l'année dernière. D'accord? Ouais. Ouais. D'accord? Donc, c'est une opinion. C'est une opinion. OK, le Shulchan n'a pas tranché comme ça, mais Rachid, c'est pas n'importe qui. Donc, Rachid pense que la Shemitah, c'était l'année dernière. En plus, il y a des opinions qui pensent, le petit-fils de Rachid, il pense qu'il n'y a même pas de Shemitah aujourd'hui. Il dit la Shemitah, c'est qu'une Khumra, c'est pour ceux qui veulent la faire, etc. Donc, le Rashbam, le Rapsai, il y avait beaucoup qui tenaient de ça. Et c'est pour ça que je crois dans le 167 de Rochen Mishpat, il dit bon, nous, on tranche pas comme ça, mais il ne faut pas leur tirer les oreilles. Même le Roche, Rabbeinu Hachem, en Allemagne, et quand il est venu habiter à Barcelone et après vers le bas de l'Espagne, lui-même, il dit il ne faut pas prendre la tête à ceux qui ne font pas très attention parce qu'il y en a qui disent que c'est qu'une coutume et c'est qu'une roi, etc. Donc, on ne tient pas comme ça. Là, le Beth Yosef, dans ses mains 331 Yeroda, il pense que c'est rabbinique. L'Admor Azaken dans une Chot Alva, à la 35-36, il pense que c'est rabbinique. Donc, c'est évident que l'Alakha, c'est que c'est rabbinique. Mais quand même, c'est des opinions. Et en plus, on rajoute qu'il y a des opinions de Tosfot qui pensent que la vente, c'est une vente. Donc, le terme Mechira, oui, il a effet. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus. Nous, on peut prendre sur nous la Khumra de ne pas acheter, mais il ne faut pas non plus dire aux gens que vous avez fait ça, c'est super grave, etc. Et il y a des gens que pour eux, c'est important de faire ça. Il y a des kibbutz que s'ils ne vont pas faire ça, ils vont faire des travaux là-bas. Et aussi, des fois, il y a des quelqu'un. Pour Chabad, par exemple, c'est une question que j'ai eue au moins 5-6 fois déjà depuis le début de l'année. Juste avant Shabbat aussi, et je suis invité chez ma sœur, etc. Elle fait Termechira, et c'est la seule chose qu'il y a à cuisiner, etc. Donc, en tant que Chabad, des fois, on est un petit peu rigoureux de ne pas manger. Mais par contre, des gens séfarades qui tiennent de Rav Ovadia Yosef, alors je leur dirais les khatrila, ne mangez pas, n'achetez pas les Termechira, etc. Mais quelqu'un, il aurait déjà acheté ou qu'il a invité chez quelqu'un, etc. Rav Ovadia Yosef, il permettrait. Et d'après le témoignage du Rav de Mevasar Litzon, il a dit que lui-même, ce carton, il avait une fois mangé Rav Ovadia pour ne pas vexer la personne. Il paraît que c'était un carton de Termechira, que lui-même, un ben ne touche pas. Mais bon, il ne voulait pas vexer, etc. Il a payé. Donc, le Eter Mechira pour des Sfarim, on m'a dit dans toutes les chitotes. Hein. Donc, si on a fait une erreur, ou si quelqu'un il est coincé quelque part et il n'a que ça, maintenant d'aller les Khatrila acheter, non. D'aller dans un hôtel où ils font Eter Mechira, les Khatrila, non. Etc. Il faut éviter. Alors, c'est vrai que ça nous retire beaucoup d'hôtels. Et beaucoup de restaurants, parce qu'il y a énormément de restaurants qui sont Eter Mechira. Mais bon, au Hachem, quand on est dans des villes religieuses ou qu'on est à Yerushalayim, on peut encore énormément trouver des endroits où il y aura marqué Shmita le Khumra, etc., avec des Khtam Sofer, avec des Moer Sherim, qui nous permettent de faire attention à ça. Donc, ça, c'était un point important. Maintenant. Bien sûr. Allez à Big, allez dans la majorité des endroits, il y aura marqué Eter Mechira. Dans une ville religieuse, c'est rare que vous allez voir Eter Mechira. D'accord. J'ai un voisin qui est baptisé de nuit, il refuse d'acheter chez lui. Ils achètent dans la Rava, je ne sais pas ce qu'il m'a dit dans un endroit, c'est moutarde pour le juif de travailler là. Ils achètent toute la chose là. Bah je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit en autre mot. Mais je l'ai dit. J'ai dit que les Litaïm, eux, ils pensent quoi? Comme le Chazonish. Et pour eux, le Yevul Nochi, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Yevul Choul. Donc, là-bas, dans le sud de la Harava, etc., où on peut travailler. Voilà. Donc, maintenant, on va rajouter une base aussi importante. Il y a le Hersher du Rav Efrati. Le Hersher du Rav Efrati, etc. Alors, très souvent, en majorité, il n'y a pas de Gdushat Jvit. Dans les choses de Rav Efrati, c'est plutôt Yevul Nochi, Yevul Choul. Il y a au début de la Shemitah, vous avez aussi des fois Yevul Shishi. Yevul Shishi, c'est-à-dire que ça vient de la 6e année. Les fruits, parce que les fruits, c'est sûr que les fruits, il n'y a pas de problème. Les fruits, pour le moment, ça vient de la 6e année parce qu'on voit d'après le tiers que ça a poussé. Et le rôle des fruits, les premiers fruits qu'on aura des problèmes, ça va être vers Adar. D'accord? Ouais. Et il y aura un tableau qui va être distribué. Voilà. Mais concrètement, au niveau des fruits, on n'a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est au niveau des légumes. Parce que les légumes, ça appartient à la Shemitah à partir du moment où on les récolte. Mais bien sûr, si ça vient du Yevul Nochi, il n'y a pas de problème.
Il vous le roule, il n'y a pas de problème, etc. Maintenant, le Rav Ephrati, lui, son Rav, au Rav Ephrati lui-même, c'est un grand Rav dans la Torah. Mais son maître, c'était le Rav Eliashiv, etc. Donc, il va d'après les décisions du Rav Eliashiv. Lui, il a donné, à part le Yevul Nochi qu'il fait et le Yevul Choul, il va faire quelque chose qui s'appelle Matzah Menutak. Alors, c'est important parce que quand vous achetez surtout les légumes, comme vous allez voir des fois les coriandres, le cosbor, toutes ces choses-là. Hein? Il y a tout. Hein? Non, mais si vous... la personne qui vend les fruits devant Meshulachim, eh ben, bon. Ok, ça c'est une autre chose. Les prix, c'est une autre chose. Je ne parle pas de l'argent. Je parle du Hefcher. Donc déjà, si quelqu'un il vous vend quelque chose, des fois ils vendent aussi le Chérit Israël, ils vendent plusieurs Chérim. Donc vous allez voir, des fois il y a marqué Chérit Israël, c'est des Chérim Méadrim, il y aura marqué Yevul Nochi dessus. D'accord? Ou Yevul Choul. Très souvent Yevul Choul. Maintenant, si c'est Rav Ephrati, ça peut être aussi Matzah Menutak. On va marquer dessus Matzah Menutak. Alors ça veut dire quoi? Matzah Menutak, c'est très simple. Dans la terre d'Israël, il y a la première conquête qui s'appelle Olé Mitzrayim, ceux qui sont montés d'Égypte. D'accord? Alors, c'est la partie plutôt un peu vers Ashkelon et vers Gaza. Une partie, je pourrais vous envoyer, j'enverrai à Madame Alimi la photo de la carte d'Israël. Ce qui est marron foncé, ça sera Olé Mitzrayim, comme ça. Marron clair, c'est ce qu'on appelle en vérité Olé Bavel, etc. Donc, ça sera Be'etzem, je vous enverrai maintenant. Dans Olé Mitzrayim, il faut savoir qu'il y a des opinions qui pensent, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de Sfirin. C'est-à-dire que même si quelqu'un il aurait planté lui-même dans l'endroit du territoire égyptien, pas du territoire égyptien, mais c'est-à-dire un territoire de ceux qui sont montés d'Égypte, donc Olé Mitzrayim, il faut savoir qu'il n'y aurait pas un Issur Sfirin. C'est pas comme une tomate plantée en Eretz Israël, elle est immangeable. Il faudrait même cachériser la casserole. On a simplement dit que le Eter Mechira, on n'aura pas besoin de cachériser. Mais en tout cas, si on prend Olé Mitzrayim, il n'y a pas d'Issur Sfirin. Deuxième chose, c'est qu'il y a même des opinions qui pensent qu'il n'y a pas de Gdushat Shvi'it là-bas. Ben dans la Halacha, oui, on pense qu'il y a Gdushat Shvi'it, mais c'est moins grave, en tout cas, que l'endroit qui a été conquis par Bavel. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de... Donc, ce qui est important de préciser, c'est que lui, ce qu'il a fait, il a fait d'abord un Matzah Menutak. Ça veut dire que ça va pousser dans des sortes de pots qui sont déconnectés du sol, d'accord, et qui sont surélevés, même à plus de 24 cm du sol. Alors, c'est vrai qu'il y aura un tout petit trou qui, d'après la race, ce n'est pas un problème, de créer une sorte de petits trous très petits pour pouvoir un petit peu respirer de quelque chose de l'extérieur. Maintenant, à part ça, donc il y aura des fois même une coulée de ciment. Il y a même une sorte de nappe en nylon très épaisse qui est sur tout le sol. C'est en plus surélevé dans des choses qui sont des fois en plastique dur, d'accord, surélevé. Donc déjà, c'est comme si quelqu'un qui ferait pousser des choses dans sa maison, il fait pousser des tomates ici, là. D'accord, il ne touche pas le sol, il est au-dessus dans un pot en plastique. Donc, des fois, on m'a posé la question, est-ce que j'ai fait pousser des tomates, est-ce que je dois faire un Troumotumas? Alors, c'est une marloquette par Khumra, parce qu'il y a des opinions qui pensent que oui. Alors, on prélève. OK? Mais déjà, le fait même que c'est déconnecté du sol, et dans la Shemitah, il n'y a même pas une halakha claire qui dit que quand c'est déconnecté du sol, c'est un problème de Shemitah. Donc déjà, c'est une discussion sur ce sujet. En plus, il y a une deuxième chose en plus qui se rajoute en bien, c'est qu'il y a un toit. Ça veut dire que ça pousse sous un toit. Et ce n'est pas un toit comme des toiles un petit peu transparentes. C'est quelque chose de très opaque. Voilà, une trame est très opaque. C'est fait exprès. Donc, c'est comme si c'est sous un toit. L'élève du Gaon de Vilna, il a écrit un sefer qui s'appelle Pe'at HaShulchan. Et là-bas, lui, il écrit que le fait même qu'il y ait un toit, on peut faire ce qu'on veut. On peut semer, on peut faire ce qu'on veut, même sur le sol de la. Vous mettez un toit au-dessus d'un terrain, vous faites ce que vous voulez. Et comme ça, il tranchait. Mais on ne tient pas comme lui. Pourquoi? Parce que dans le Talmud de Jérusalem, il y a un safek sur ça, si ça marche ou pas. D'accord?
Alors, ça fait que d'abord, parce que les lois de Shemitah, c'est la terre d'Israël, la terre. Là, on est déconnecté de la terre. Et en plus, on est sous un toit. Quand on est sous un toit, on n'a plus l'effet d'un champ habituel. Et donc, avec ces deux, en plus, il rajoute encore une croix que Rav Eliashiv il a rajouté. Il a vendu, on vend les pots de terre à un arabe. Et là, il n'y a aucun problème de terre michra parce qu'on ne vend pas la terre. On vend pas la terre. D'accord? On vend un pot. C'est comme si vous vendez une banane à un goy. Vous n'avez pas de vendre une banane à un goy. D'accord? Ben, vous avez vendu un pot de fleurs. Donc, c'est un pot qui est déconnecté de la terre. D'accord? Et donc, c'est déconnecté, c'est vendu à un goy, c'est des goïms qui travaillent là-bas. Et c'est en plus dans le territoire de Olé Mitzrayim, qui n'est pas le territoire d'Olé Bavel où il y a la vraie Shemitah d'après tout le monde. Donc, avec tout ça, il s'est dit, bah, si on fait pousser de la salade là-bas, on fait pousser de la coriandre là-bas, on fait pousser pas mal de choses, et ben, déjà, des opinions qu'il n'y a aucun problème, parce qu'il y a un toit, parce que c'est déconnecté, en plus c'est vendu à un arabe, etc. Et donc, on est tranquille. Ça, c'est quand c'est écrit chez Eretz Israël. Alors, ça, c'est marqué Rav Efrati, Matzah Menutak. Alors, attention, des fois, il y aura marqué Rav Efrati, ça sera Yevul Nochi ou Yevul Choul. Mais des fois, il y aura marqué Matzah Menutak. Alors, sur Matzah Menutak, il y a certains rabbanim qui n'ont pas voulu accepter la couleur. Par exemple, l'Aïda Haredit ne veut pas accepter la Matzah Menutak. D'accord? Donc, eux, ils ne font pas Matzah Menutak, mais d'un autre côté, ils font d'un côté pire que le Rav Efrati. Pourquoi? Parce que eux, à partir de Yamamelach, en faisant un tiré, ils vont penser que c'est Chutz Laaretz. Et là-bas, il n'y a même pas de matzah, parce qu'eux-mêmes, ils vont semer. C'est des juifs qui vont semer. Donc, des fois, vous perdez sur le change, etc. Donc, et là, c'est sûr, d'après tout le monde, c'est bon. C'est la partie de Paran, etc. Donc, je reviens. D'après mon humble avis, comme la Shemitah, c'est rabbinique. C'est peut-être même pas rabbinique d'après le petit-fils de d'après Rachid, c'était l'année dernière. Et avec le Matzah Menutak, le toit qui est au-dessus. Il faut savoir que le Safek d'Hiroshami n'a même pas été amené dans les Rishonim, même le Rambam ne l'a pas apporté. Donc on parle de Khumrot. Alors c'est pour ça que je me suis énormément débattu. J'ai réussi à convaincre une vingtaine de grands rabbins en Israël, parce que c'est ceux qui ont un bon souvenir. Il y a 7 ans, je ne me permettais pas facilement d'aller acheter au Sherad ou des endroits où il y avait Ephrati. Ceux qui se rappellent bien, etc. Alors, je m'étais déjà battu avec des rabbanim, etc. à cette époque, et débattu dans le bon sens du terme, hein, pas. Et ça n'avait pas encore pris, etc. Et là, je leur ai dit, parce que à chaque fois, je leur parlais 5-10 minutes au téléphone. Là, il y a environ 4 mois, il y a eu un rassemblement de 70 rabbanim, mais j'ai demandé de parler là-bas une heure, on me laisse parler 1 heure sans m'interrompre. Donc, j'ai dit mon débat sur le côté du Matzah Menutak. Et Baruch Hashem, ça s'est fait énormément accepté par beaucoup de rabbanim, etc. Et donc, voilà, et on n'est plus vraiment tout seul. À part ça, il y a beaucoup de rabbanim qui sont de toute façon d'accord avec le Matzah Menutak. Mais je dis chez Chabad, c'était un peu un chidouche sur ce sujet-là. Et après, le seul argument que certains veulent dire, mais qui dit que le Rav Efrati est tellement populaire dans tous les magasins, beaucoup de choses viennent là. Comment il peut réussir à avoir une hashgacha qui dit que dans tous les camions, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est pas vraiment bien? Donc après, c'est quand même quelqu'un d'hyper sérieux qui travaille depuis 3-4 ans avant que la Shemitah arrive, il s'organise pour la logistique, etc. Après, on raconte, chacun il va raconter des histoires. Il va dire, tu sais, il s'est passé ça une fois. Vous connaissez le Lachon Hara sur les Chérim. Chacun raconte sur l'autre, il a fait ça, l'autre il a fait ça, l'autre il a fait ça, etc. Donc ça, d'abord, il y a des vraies erreurs qui se passent partout. Quand on est dans une industrie, il y a des erreurs qui se passent. D'accord? Mais après, chacun il va rajouter, l'autre il rajoute, etc. Donc il y a un camion qui est arrivé. Imaginez-vous qu'il y a un camion qui est sorti des usines. Parce que dans les usines du Rav Efrati, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du Yevul Nochi, il y a du Yevul Choul et il y a de la Matzah Menutak. Alors quelqu'un va dire, un de la Shonara qui a été dit, c'est qu'on a vu qu'à un moment, ils se sont embrouillés avec les sachets et ils ont marqué Matzah Menutak sur chose qui n'était pas Matzah Menutak et le contraire. Ah, c'est grave. De toutes les manières, les trois sont bons dans ce qui se passe là-bas, etc. Après, qui te dit que pendant tout le voyage du camion, le type ne s'est pas arrêté quelque part pour aller prendre d'autres autres choses, etc. Bon, mais il y a quand même des gens sérieux et je peux vous assurer que partout ça se passe comme ça. D'accord? Si vous avez commencé, moi je ne veux pas te dire de nom, mais j'avais quelqu'un qui me posait des questions sur un Hersher très puissant aux États-Unis.
Et à l'époque, il y avait Yaakov Sima qui travaillait là-bas quand il était encore Bachour. Et ça, ils m'ont envoyé les questions des États-Unis sur des choses qui se passaient, etc. Et c'est un cher qui est populaire, etc. Mais il m'a dit, moi, je suis le seul sur le terrain, les camions, ils arrivent, trucs. Des fois, on n'est pas là pour... Et trucs. Et bon, et ça veut dire qu'on espère que tout va bien, mais ce n'est pas toujours facile à faire de la surveillance, mais à 100%, etc. Donc, dans tous les recherches, ça se passe qu'on n'est pas, ils ont pas quand des fois il y a des recherches de l'étranger, vous voyez, qui sont toute la journée en train, ils essayent. Les machrim, ils tournent un petit peu d'un magasin à l'autre. Alors, toujours, on peut faire un coup et tromper et faire ça. Bon, mais concrètement, on va pas non plus interdire un hercher à cause de Shmuot. On a dit ça sur lui, etc. Donc, ça, c'est important de préciser que la matzah menutak, en tout cas largement sur qui se reposer. Et en plus, ceux qui vont dire, mais non, tu n'as pas matzah menutak. Mais c'est même, le pot, il est même vendu au goy. Et là, c'est même pas un terrain. Donc, et on est sous une toile. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est important, et ça, quelques personnes, ils ont fait l'erreur un petit peu au début de la chasse, c'était compliqué. C'était les fêtes, il y avait beaucoup de pression, tout ça. C'est que il faut, quand vous achetez de Rav Efrati, toutes ces coriandres, toutes ces choses-là, c'est enfermé dans un sachet. Quand l'achetez, c'est enfermé dans un sachet. Par contre, s'ils vous les sortent, à un moment, il y avait un petit magasin, le petit magasin d'à côté, qui est aussi entre Yesh et le truc. À un moment, ils ont été livrés, etc. Il y avait beaucoup de pression parce qu'il manquait. Et à un moment, avant même qu'ils aient le temps de les enfermer dans les sachets, ils les ont envoyés parce que les gens voulaient acheter, c'était avant la fête, les gens ils voulaient. Donc, il a vendu des choses sans le couvert. Ça, on ne peut pas se permettre d'acheter parce que ça, on n'a pas de vérification. Mais quand c'est fermé, il y a marqué Chérit Israël, il y a marqué Rav Efrati, etc. Il faut acheter les choses quand ils sont fermés. Le dernier qu'on a acheté, là, il y a beaucoup par an. Ça va très bien. C'est quoi, chérie? Mais il y a un bon Cher Adrien. Oui, Paran, c'est quoi? C'est que Paran, c'est d'après tout le monde, c'est l'étranger. C'est en bas, c'est juste avant Elat. D'accord? C'est Kibbutz Yael. Paran, c'est en bas. C'est le... Chérie Israël, vous avez dit ou Matzah Menutak? Chérit Israël, c'est un beau achat, mais Chérit Israël, c'est les Litaïm. Donc, ils ne vont pas faire Matzah Menutak. Ils ne vont même pas faire Yevul Nochi, ils vont faire Yevul Chul. Et vous allez voir, il y a Hachef Hachouk, c'est ce qu'ils ont. Beaucoup. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'au Shérat, c'est bon, ensemble. Au Shérat, c'est Refrati. Voilà. Et dans tous les régions, dans toutes les villes, la famille Altot, c'est pareil. Il faut faire attention parce que j'ai entendu que les Oshérat, c'est pas qu'ils ont Efrati de partout. Donc, voilà, qui prennent la photo, des fois, de voir qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas. Rami Lévi, c'est bon ou pas? Il faut voir, je n'ai pas vu la photo. Il faut voir. En général, ouais. Oh, je vais venir en parler de Sarbadine. Là aussi, il y aura beaucoup de gens de raconter ça. Ok, très bien. Ok. C'est nouveau, c'est cette année. Très bien. Il est un grand ami de Raham, c'est quelqu'un de très bien. Alors j'explique maintenant. C'est quoi Otsar Bedin? Ok. Alors, Otsar Bedin, c'est quoi? C'est que là, quand il y aura marqué Otsar Bedin, en général, c'est de la Shemitah. Donc là, ça commence à devenir sérieux, on peut dire. D'accord? Alors, des fois, on peut rencontrer des choses de Shemitah parce que des gens, ils ont des terrains à la maison et qu'ils ont un jardin et qu'ils ont des choses qui ont poussé, des légumes, etc., des tomates, des choses qui ont poussé dehors. Donc, on peut rencontrer Bouchat Jvit. Mais c'est pour ça que des fois, les gens ils m'appellent Rav, j'ai acheté en bas, mais est-ce que je dois mettre dans la poubelle de Shemitah? Pas la poubelle. Non, pour le moment, tout ce qu'on a parlé, il n'y a aucune poubelle de Shemitah, il n'y a pas de Shemitah. C'est Yevul Chul, Yevul Nochim, tout va bien. Où c'est que ça se corse? C'est par exemple Otsar Bedin. Alors, Otsar Bedin, très souvent, ça va être quand? Parce que par rapport aux légumes, ça ne peut pas durer vraiment longtemps. Pourquoi? Parce que le Otsar Bedin veut dire simplement comme ça. Le terrain, c'est un terrain d'un juif. Et en Eretz Israël. Maintenant, un terrain d'un juif en Eretz Israël, s'il y a un fruit, un légume, on va dire, qui a commencé à pousser,
il a été par exemple semé, d'après Rav Wosner, même 4 jours avant la Shemitah. D'accord? Il a poussé pendant la Shemitah. Donc, on va venir le récolter. Et c'est le terrain d'un juif, c'est Kadosh, c'est Shemitah. Maintenant, est-ce qu'on peut le consommer? On peut le consommer. Ce qu'on ne pourrait pas consommer, c'est si par exemple, vous savez, des fois quand on a des tomates dans le terrain, il y a des choses qui poussent tout seul. Une tomate, elle a pourri, elle est tombée par terre, il y a de la pluie, ça pousse. Mais tout ce qui a poussé même tout seul en terre sainte, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle sfichin. D'accord? C'est interdit, les chams, ils ont interdit. On ne peut même pas les utiliser. On ne peut même pas l'utiliser. Oui. Par contre, les légumes qu'on peut utiliser, c'est quoi? Dans les terrains juifs, c'est ceux qui ont commencé à pousser, qui ont été semés avant la cité et qu'on continue à pousser. Maintenant, quand on vient les récolter, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, premièrement, ces légumes, ils sont efkers. Parce que tout ce qui appartient à la famille de la Shemitah, un légume, il appartient automatiquement en général à la famille de la Shemitah dans la 7e année, puisque c'est au moment de la récolte que ça se fixe. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire de business avec. On n'a pas le droit. Il y a la chem leochla, la Gemara elle dit, leochla velo lisrora. On ne peut pas faire de business avec. Donc, comment on peut les vendre? On ne peut pas les vendre. Et si je les vends, mais vous allez acheter un fruit de Shemitah et vous les achetez avec votre argent. Quelqu'un vous dit, voilà, les tomates, ça coûte 15 shekels. Eh bien, la personne, elle prend 15 shekels, c'est 15 shekels qui sont kadosh aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés que bigdusha et pas stam. Ça doit... Et donc, alors, ça complique, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Bedin, il vient, il dit, c'est plus à toi les fruits. Les fruits, ça nous appartient. On va simplement te payer tous les frais de travaux. Tu as payé 2-3 Arabes qui ont travaillé, ça te coûte par mois 10 000 shekels. OK. Tu as utilisé de l'eau pour 30 000 shekels. Donc, nous, ce qu'on fait, ça ne t'appartient pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on le distribue. On distribue, en vérité, le Tsar Béni devrait venir distribuer gratuitement parce que c'est toi, tu peux prendre ce que tu veux pour la journée, mais toute personne qui veut rentrer dans ton terrain, elle peut prendre. Non, je le prends. Mais simplement, comme tu as travaillé, ça t'a coûté de l'argent, donc tu ne vas rien gagner dessus. On va simplement payer tes frais. D'accord? Il a travaillé pendant Shemitah? Non. Il a fait en sorte que ça a poussé. Ça a semé, j'explique. J'ai commencé avec ça avant la 7e année et c'est simplement récolté. Maintenant, ça se maintient. Donc, cette histoire, cette fenêtre-là, elle est très courte. D'accord? Donc, très souvent, il y a d'autres arbres qui ne vont même pas se prendre la tête à nous faire des légumes maintenant, puisque vous sachez que de la coriandre, par exemple, ça pousse en 3 semaines. Donc, si quelqu'un vous dit il y a Otsar Bedin en plein milieu de Kislev sur de la coriandre, il vous dit attends, c'est où que c'était congelé, d'accord, etc. Mais sinon, ça ne peut pas être là. Quand c'est que ça a poussé, ça peut pas arriver, ça va arriver en fin Kislev. Et donc, il y a des logiques là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est que le Bedin, très souvent, sur quoi ils vont faire Otsar Bedin, ce terme, on va le voir beaucoup plus au milieu de l'année et en été, sur les fruits. Alors, les fruits, de toute façon, on n'a pas besoin de les planter parce qu'un arbre, il tient longtemps. Et en plus, on ne peut pas prendre les 3 premières années. Donc, on parle d'anciens arbres. Mais maintenant, on ne peut pas, en vérité, faire du business avec l'argent, avec ces fruits. Mais donc, comment il peut arriver dans des magasins? Donc là vient l'autre Sarbedi. Il dit en vérité, c'est à nous. Normalement, tu vas distribuer aux pauvres ou à des gens ou n'importe quelle personne qui voudrait prendre gratuitement. Nous, on va le faire. Mais maintenant, pourquoi on paye? On paye parce que le pauvre, il a dépensé de l'argent. Ok, mais il faut lui rembourser au moins son eau qu'il a payé. Il a payé des ouvriers. S'il aurait fait tout seul, sans rien payer, c'était la pluie qui aurait tout fait. Il n'a aucune dépense. Ok, alors là, il n'a rien de droit de prendre comme argent, mais si on lui paye ses dépenses. Donc le Bedin, il va calculer combien d'ouvriers là, combien d'eau en général un terrain comme ça utilise. L'autre va lui dire, parce qu'ils sont malins, les agriculteurs. Il va dire au Bedin, moi, ça me coûte 200 000 shekels. On va dire non. Nous, on connaît sur 2 km de terrain, il te faut tant de travailleurs, tant d'eau. Nous, on connaît par cœur. On a des tableaux. On va dire non. Sache que ça coûte 50 000 shekels. Donc, tes 50 000 shekels, tu vas les récupérer. Maintenant, pourquoi ça coûte cher? Ça devrait être gratuit parce que les fruits, il n'y a que la dépense, il n'y a pas de gain. Le problème, c'est que le Bedin, lui, il se paye. Et c'est-à-dire quoi, il se paye pas pour gagner des fruits, mais on apprend du temps.
on a pris des camions, on garde les fruits dans un entrepôt, ça se loue l'entrepôt, etc. Maintenant, il y a des rabbinim qui pensent que normalement, un Otsar Bein ne devrait même pas arriver dans un magasin. Ça devrait simplement être distribué. Il y a des Otsar Bein très, très marbir à Bnei Brak qui viennent, ils vous les distribuent le vendredi. Dans les rues, ils distribuent les choses, on paye simplement, ça coûte beaucoup moins cher. Et ça n'arrive pas dans le magasin parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est du business ou pas du business? Maintenant, l'Otsar Bedin, d'abord, c'est quand même quelque chose d'un petit peu dangereux. Pourquoi? Parce que c'est quoi le risque? C'est que probablement quand ça arrive dans les magasins, il y a quand même un maritime de business. Deuxièmement, peut-être qu'il y a vraiment du business, c'est que l'agriculteur, il a réussi à tourner la tête, qu'il a dépensé plus d'argent, il lui a montré une facture d'eau plus importante, etc. Aujourd'hui, avec les systèmes de graphistes, on peut faire ce qu'on veut. On met un prix plus cher, un prix moins cher, etc. On fait des gens qui font des fausses fiches de paye. Donc, j'ai eu 7 Arabes qui ont travaillé chez moi, je vous assure. Regardez, voilà, fiche de paye, etc. Donc, déjà, c'est des choses qui nous font peur un petit peu. Donc, il y a certains qui vont dire, moi, je n'achète pas Otsar Beddin parce que, un, qui me dit qu'il n'y a pas de business dans cette histoire, et deuxièmement, c'est un casse-tête. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous achetez du vin Otsar Beddin. Bon, ça va mettre du temps. Otsar Beddin, donc maintenant, vous faites kidouche, vous renversez la moitié de votre verre. À l'Avdallah, vous éteignez votre Avdallah. Comment vous avez le droit de prendre du vin et de jeter comme ça? On rentre dans plein de problèmes. Il faut mettre une poubelle de Shemitah. Vous avez commencé à vous poser des questions. Hein. Est-ce que ça, j'ai le droit de presser? Je n'ai pas le droit de presser. Il y a des opinions qui disent qu'une pomme ne peut pas presser. On peut faire un jus de pomme. Pourquoi? Parce que c'est abîmer la pomme. Et une bouchette d'huile, ça doit se maintenir. Alors, de faire des choses comme des oranges, ok. Le Chazon Ish dit qu'on peut presser des oranges parce que la majorité du fruit, elle part. Et donc, elle est protégée. Mais par contre, la pomme, etc., il y a beaucoup de résidus qui vont rester énormément. Et il y a un peu de jus qui va tomber par rapport à la pomme. Donc, on aurait abîmé un fruit de Shemitah. Imaginez-vous que votre fils, il a mangé la moitié de la pomme. Vous prenez, vous le jetez à la poubelle. Ça saut. C'est que du chachvit. Il faut mettre ça dans un sachet en plastique à part, mettre ça dans une poubelle à part, etc. Et donc, il y a beaucoup qui n'ont pas envie de s'embrouiller avec la Gdushat Juvit, et donc ils ne vont pas acheter au Tsar Beddin. Mais attention, ça c'est qu'une chouma qu'une personne peut décider de prendre sur soi. Un Tsar Beddin sérieux, al pi halakha, c'est permis. Au contraire, par exemple, le Nachmanide, il pense qu'il y a une mitzvah de manger des fruits de Shemitah. D'accord? Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, sachez qu'al pi halakha, au Tsar Beddin, c'est assaut. Et je vous assure que l'année prochaine, vous allez voir combien de Tsar Beddin tout le monde vont faire. Pourquoi? Les Etrogim. Les Etrogim, d'après la halakha, comme ils auront poussé un tiers pendant l'année de cette Shemitah. Donc, les gros problèmes, ils vont être surtout les fruits. Là, les fruits, on gagne du temps jusqu'à Adam, on va les payer, les pots cassés. En Tafshin Pegimel, on aura les fruits qui vont nous suivre encore pendant une certaine période parce que ce sera des fruits de la 7e année. D'accord? Et donc, comment on peut faire du business? Comment on peut faire ça? Alors là, on aura un autre Tsar Beddin qui va faire que la personne, elle gagne sa vie. En vendant, ça m'a coûté de l'argent, j'ai dépensé de la truc, j'ai des ouvriers, tout ça. Donc, de dire que l'autre Tsar Beddin, il est interdit, non. Donc, mais par contre, il faut un Tsar Beddin sérieux. Parce que, vous comprenez, il peut avoir de l'arnaque facile et qu'on faire du vrai business, etc. Donc, déjà, si quelqu'un il achète un Tsar Beddin, retenez déjà une chose, achetez déjà, ça serait mieux d'acheter Be'avla. Alors, Be'avla, c'est quand vous achetez des choses avec. Ne rendez pas pour acheter que ça. Vous achetez dans un magasin, vous achetez une brosse à dents avec, vous achetez un verre d'eau avec de l'eau, etc. C'est d'acheter ça englobé, ça amoindrit la gravité dans le. C'est comme ça que nous, on va dire comme ça. Normalement, il faudrait le dire, mais la vendeuse ne va pas coopérer. Mais en tout cas, il faudrait dire comme ça. En fait, le fruit, il est gratuit et je te paye plus d'argent sur l'eau. D'accord? Mais c'est un petit peu ça qu'on essaye de conditionner. Et aussi, ça sera mieux d'acheter des fruits ou de choses de Tsar Beddin avec une carte bancaire ou avec un chèque qu'avec de l'espèce. Pourquoi? Parce qu'une carte bancaire s'appelle un prêt. Et quand c'est un prêt, l'argent ne tombe pas, il n'y a pas de bouchade sur l'argent. Par contre, quand vous payez, alors c'est pour ça que pour ce casse-tête, les gens vont dire, je ne vais pas prendre notre Tsar Beddin, laissez-moi tranquille. Je vais acheter que Yevul Nochi, tout ça. Mais ça veut dire que quand vous prenez voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se prendre la tête avec ils vont prendre, il y a Yevul Nochi, on est tranquille, Yevul Shishi, ou Yevul Choul, etc. Matzamelutak, ça me laisse tranquille, je ne prends pas dans tout ça. Mais en tout cas, on ne peut pas dire à quelqu'un que c'est interdit. Mais par contre, il faudra acheter pas avec de l'argent comptant. Parce que si vous payez avec de l'argent comptant, ce qui se passe, c'est que cet argent, il devient kadosh. Donc, la personne qui passe après vous,
D'accord? Je vous donne un exemple, scénario. Donc, 15 shekels, vous avez acheté. Maintenant, la personne elle a donné 100 shekels, elle a payé 85. La personne, elle lui prend les 15 shekels, elle lui dit tiens, ta monnaie. Le type, il prend ses 15 shekels, il achète une glace. La glace, il en veut plus. Après, il laisse la moitié, il la jette à la poubelle. Ça saute. La gloucha, elle passe. D'accord? Ça contamine la gloucha de Voilà. Donc, alors, hein? Comment on en prend Deux points. les légumes de douchette juive? Ok. Alors, bon, déjà pour avoir d'abord, si vous avez chéri d'Israël, c'est pas de douchat vide. Très souvent, quand il y a marqué Shemitah Tafshin Pebet, c'est pas de douchat vide. Non, ça je sais. Pour que ça soit douchat vide, il faudra que ça soit marqué Otsar Bedin. D'accord. Tant que vous n'avez pas acheté Otsar Bedin, vous n'avez pas de douchat vide. D'accord, mais ça veut dire que c'est pas possible d'acheter des légumes au Tarbédine pour que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, on va dire qu'une tomate, elle prend 1 mois et demi pour pousser. D'accord? Bah, dans 1 mois et demi, si quelqu'un vous marque Otsar Bedin tomate, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être tenu comme ça. Si vous dites que ça a été congelé, c'est une chose, mais. Nous, on entend l'inverse, on entend que c'est très bien de chercher. Oui, mais ça sera sur les fruits, beaucoup plus. Ou bien au début de l'année. Là, au début de l'année, comme tout ce qu'on cueille, ça appartient à la Shemitah, parce que d'après les légumes, on va d'après la cueillette. Mais c'est que ça peut être Kadosh Klushat Shvit. Mais là, il y aura marqué Otsar Bedin. Mais c'est très peu de temps, parce que les légumes, ça ne met pas trop de temps non plus pour pousser. Donc, à un certain moment, le Otsar Bedin, ça va disparaître complètement. Et vous allez avoir plutôt le Otsar Bedin vers les fruits. Parce que les fruits, les personnes qui ont fait pousser, qui maintiennent les fruits dépensent de l'argent. Il y a des gens qui travaillent. Et on a envie de ne pas perdre d'argent. Donc, ce qu'ils font, c'est que le Otsar Bedin, il va faire en sorte qu'ils n'ont pas perdu sur leurs dépenses, sans faire des gains. Voilà. Mais là, quand on aura acheté cette chose-là, il faudra faire attention. Il vaut mieux acheter, donc, comme j'ai dit, ou avec un chèque ou avec une visa, acheter même des éléments en plus si on peut, etc. Et après aussi, et là vient en vérité la dernière partie du shiur, c'est que si on aurait dans les mains du Shachvit, par exemple, il y a une dame qui a, je ne sais pas moi, des légumes, elle vous fait cadeau, voilà, dans mon terrain, moi je fais pousser des concombres. Tiens, prends-en. OK, donc c'est du Shachvit. Maintenant, il faut faire attention, c'est que son endroit, il est Efker. D'accord? Puisque ça appartient à la Shemitah, c'est Efker. Donc, elle vous en a offert un petit peu. Maintenant, le Maaser, il n'y a pas besoin, puisque tout ce qui appartient à la Shemitah, il n'y a pas besoin de faire Maaser. C'est Efker. Ce qui est Efker, il n'y a pas besoin de Maaser. Maintenant, la seule chose qu'il y a, c'est que si vous terminez votre salade, vous savez, des fois, quand on fait une salade, on met beaucoup plus qu'il faut, et votre mari laisse la moitié de l'assiette. Alors, s'il reste une petite tomate, un petit morceau, des choses que tout le monde jette. Alors, le pire, la c'est pas un saut. Oui. Ce qui est habituel d'être jeté est normal. Mais par contre, quand il reste une partie que certaines personnes auraient gardée de côté ou pour quelqu'un d'autre, donc dès qu'il y en a une certaine quantité, donc par exemple, des fois, il vous reste de la sauce. Pas que la sauce, vous allez commencer à la vider dans la poubelle de Shemitah. Non, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Non. Les choses qu'on a. Les choses qu'on jette d'une manière normale. Alors maintenant, on se concentre comme ça. C'est pour ça que je vous rentre un maximum de détails sur ces halachot-là. Comme ça, vous avez quelques données. Donc déjà, ce qu'on a l'habitude de jeter, que des gens ils considèrent ça comme rien du tout, comme des restants vraiment qu'on jette, c'est une chose. Quand il reste pas mal de choses, etc., la personne a laissé un tiers de son assiette, etc. Donc en général, ça ne peut pas se jeter. Si quelqu'un ne veut pas le prendre, ce qu'on doit faire, on doit le verser dans un sac qui sera complètement fermé dans une poubelle de Shemitah. Alors, ceux qui ont l'intention d'acheter du Otsar Bedin, des fois, c'est vraiment Kedaï, des fois, même de le faire un petit peu une fois quand il y a des enfants à la maison, pour leur donner un peu le chinour de la Shemitah. Ils vont se rappeler, il y a une poubelle spéciale, couleur spéciale, etc. C'est aussi une manière d'éduquer l'enfant, d'accord, pour la Shemitah. Donc, il y a une poubelle de Shemitah où on met un sachet. Donc, chaque chose que vous allez jeter dans cette poubelle de Shemitah, il faudra qu'elle soit enfermée d'abord dans un sachet tout seul. Pourquoi? Parce que si vous avez jeté, par exemple, hier quelques pots de choses et que ils ont commencé à pourrir, quand vous jetez maintenant 2-3 restants de tomates là-bas, qui touchent quelque chose qui est déjà en train de pourrir, ça fait pourrir plus vite. Donc, c'est ça que ça s'appelle que vous avez abîmé directement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'enfermer lui aussi dans un petit sachet et jeter. Donc, il y a plusieurs petits sachets, etc. Et c'est qu'après, alors, déjà, ce que les gens ils font, des fois, ils vont même des fois faire. Il y en a qui font 2 poubelles.
Quand une elle est remplie, tout ça, et quand la deuxième elle est remplie, c'est là qu'on jette l'ancienne, pour être sûr que ça a eu le temps. Mais en tout cas, sinon, vous attendez 3-4 jours, avec les dernières, vous avez une seule poubelle, vous avez rempli jusqu'au bout, 3-4 jours, et pour que ça soit vraiment, ça commence vraiment à pourrir même le dernier, et après vous pouvez tout jeter tout à fait normalement. D'accord? Pour le moment, en attendant que vous avez, si vous n'avez pas une autre poubelle, ben, vous mettrez de côté dans un petit sachet en plastique quelque chose. Bon, en tout cas, ça c'est une des choses qui entraîne quand on a des gdushat shvit sous les mains. Deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas donner des choses qui sont de gdushat shvit à vos animaux. D'accord? Sauf si vous avez l'habitude parce qu'il y a des animaux qui ont des nourritures à eux. Mais il y en a que ils sont tellement amoureux de leurs animaux, ils ont leur petit pull de mercredi. C'est en France, c'est Non, pas du tout, même en fait. Ouais. Ok. Ils vont les coiffer, ils ont le jour de leur douche, etc. Et aussi, voilà, ils ont voilà, un beau steak et ils le veulent à point, etc. Donc, ceux qui ont vraiment l'habitude de leur donner de la vraie nourriture, eh ben, on ne peut pas ici les faire souffrir et leur arrêter d'un seul coup. Mais sinon, on ne peut pas comme ça leur jeter des choses que nous on mange. Si c'est des choses qui sont réservées pour les hommes, on ne donne pas ça à un animal. D'accord? Deuxième chose, vous voyagez en France. Voyagez en France, vous avez acheté du Otsar Bedin. Et vous voyez en France, vous dites, voilà, le problème, c'est un point, voilà. Vous prenez une baguette, vous mettez des tranches de tomates d'Otsar Bedin. Dès que vous avez, après 3 minutes, vous avez décollé, vous avez fait un issour parce que vous n'êtes déjà plus en Israël. Dès que vous avez passé la mer, vous êtes à l'étranger et vous avez sorti des tomates à l'étranger. D'accord? Donc les fruits de. Et c'est pour ça que les gens en France, ils vont faire hyper attention quand ils vont faire leurs achats. Parce que même ceux qui ont l'habitude d'acheter des fois des choses d'Israël, alors là, les avocats, pour que les problèmes ils commencent, il faudra qu'on attende le mois de Tammuz, d'accord? Parce que c'est des fruits, c'est des arbres et c'est plus tard. Mais à un certain moment, les avocats d'Israël, ça peut être un problème parce que si encore ça viendrait de Paran ou des endroits de Sirkutz Laret, c'est une chose. Mais le problème, c'est que c'est pas gérable. Les gens, l'Europe, elle paye très bien. Donc c'est pour ça que les meilleurs fruits et les meilleures choses d'Israël, vous ne les goûterez jamais. En général, sont dans des magasins très, très spéciaux. Ils vont dehors. Les meilleures pommes de terre, nous, on mange des pommes de terre de Roumanie. Ceux qui mangent nos pommes de terre, c'est à l'étranger. Les meilleures pommes de terre, c'est d'Israël. Des petites pommes de terre. Ils sont vendus en Europe parce que ça paye mieux. D'accord? Et l'argent. Ce qu'on appelle le géant vert, c'est le dollar. Voilà. Non, mais concrètement, c'est comme ça. Quand on a un jardin, moi, je veux savoir est-ce que j'ai le droit de couper les arbres? Je n'ai pas le droit de les couper. Ok, on fait les questions. Okay. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de couper les arbres? Je n'ai pas le droit de les couper. Est-ce que j'ai le droit de cueillir les fruits? Bon, pour l'instant, c'est des fruits, donc c'est là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de cueillir les fruits et de les donner, de les distribuer? Est-ce que je dois mettre des panneaux pour que chacun doit venir? Ok. Alors, je réponds à la question. Dans le premier cours, j'avais parlé pas mal de ce sujet, mais je vais vous répondre. Alors, premièrement, par rapport à couper, il y a un klal très simple dans les lois de Shemitah qui s'appelle la vrouée ou le hukmeh. La vrouée, ça veut dire, c'est de faire une embellie sur mon arbre, une embellie pour que ça pousse encore mieux, que ça soit encore plus fort, ou bien simplement maintenir. La maintenance. La maintenance, elle est autorisée. On ne donne pas à quelqu'un qui va pas arroser sa pelouse du tout et qui va pourrir et ça va terminer. On peut maintenir quelque chose, on ne peut pas l'embellir. D'accord? Donc, si par exemple, vous avez une villa et que vous avez fait pousser des arbres qui vont vous servir un petit peu pour vous cacher un petit peu, comme les gens ils ont, mais comme c'était au début, donc vos branches ne sont pas encore bien remplies. Donc, des fois, ce qu'on fait, on coupe un peu les branches, ça fait pousser plus vite. C'est pour remplir des trous. Ça, c'est assaut. Parce que ça s'appelle, pour améliorer que ça pousse, ça, c'est interdit. Par contre, ça pousse parce que ça vous dérange, vous ne pouvez pas marcher, il y a trop de feuilles, ça vous prend votre place. Ou ça déborde un peu trop sur la route. Une personne, elle roule en vélo, elle se prend une branche dans la figure, etc. Donc, quand ça dérange ou à l'intérieur de tout ça, vous coupez simplement pour pas que ça gêne, etc. Ça, c'est permis pendant la Shemitah.
Voilà. Maintenant, toujours de couper d'une manière un petit peu moins, on va dire, un peu moins professionnelle. D'accord? Ça veut dire, des fois, alors si vous êtes obligé de prendre des fois une scie pour le faire, alors au moins, ne coupez pas exactement l'endroit que vous aurez voulu, un peu plus haut, un peu plus bas. Si quelqu'un qui a des roses, par exemple, il veut les cueillir, etc., c'est bien à la place de prendre la pincette spéciale pour cueillir, de prendre un petit peu un couteau de fer un petit peu différent, une sorte de chinouille, etc. Oui. Et les plantes qui sont dans les ponts et qui poussent maintenant un peu comme d'habitude, puisque je ne paye pas. Ok, alors je vais expliquer. Alors, je termine et je vais passer à la question. D'autres questions que vous avez posées, c'est par rapport à est-ce que vous devez mettre des pancartes? Oui, ça veut dire à partir du moment où vous avez des fruits de Shemitah, là, ce n'est pas encore le cas pour le fruit de Shemitah, mais si vous avez des légumes de Shemitah ou quand vous aurez la période de fruits de Shemitah, d'accord, il faudra marquer un papier à l'extérieur de dire si vous voulez rentrer prendre quelque chose, alors vous pouvez faire ça le lundi et le jeudi, entre telle heure et telle heure, vous m'appelez au téléphone, par exemple. Vous pouvez dire comme ça pour donner une possibilité. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, alors c'est que vous avez fait un interdit de ne pas rendu FKR. Et d'après certains avis, ça peut même vous interdire vos fruits parce que vous avez ce qu'on appelle chamour. Chamour vénéval, le Rabbenouta, mais le Ravad, il pense que si c'est chamour, c'est protégé, vous ne voulez pas laisser les gens rentrer. Alors ça peut interdire, d'après certaines opinions, le fruit. Est-ce que je peux le faire moi, par exemple? Est-ce que je peux, par exemple, vider mon arbre, par exemple, et faire des sacs et dire venez prendre? Ouais, ça c'est une possibilité. Ça c'est une possibilité. Maintenant, par contre, quand vous prenez pour vous, vous avez le droit de prendre uniquement ce que vous avez besoin vraiment pour maintenant. D'accord? Pour le jour. Vous ne prenez pas un seau avec plein de trucs pour 3-4 jours. C'est 3 repas, c'est ça? Non, là on parle de son terrain personnel. Ça, c'est kadosh. Si les gens ne respectent pas la... Alors, c'est-à-dire que si la personne ne donne pas accès aux gens de tribu. Les gens ne respectent pas la... Ah oui. Ah, c'est pour ça qu'il faut distribuer à des gens Yerushalayim qui s'y connaissent. Il faudra marquer dessus pour du Shadjvit. Si la personne ne respecte pas les lois, ça devient son problème. Non, mais alors c'est pas un gros problème, mais c'est mieux de prévenir, de dire que c'est du Shadjvit. C'est mieux. Mais par contre. Hein? Non, ça j'ai dit. Non, j'ai précisé que quand ça commencera le problème, mais les légumes, ça a déjà commencé. Mais par contre, Al-Pi Halakha, vous avez le droit de donner une pomme à quelqu'un, même si peut-être il va jeter la moitié, ça sera son problème. Mais c'est mieux de prévenir les gens que c'est kadosh, de Shadjvit. Voilà. S'il y a des fruits, c'est selon l'année prochaine. Non, les fruits, c'est simple. Quand le tiers du fruit a commencé à pousser dans la 6e année, le fruit appartient à la 6e année. Donc c'est pour ça que la majorité des fruits n'ont pas de problème maintenant. Alors, si vous poussez d'autres, là, ça sera un problème. Voilà. Après, il y a plusieurs problèmes. Dès que ça appartient à la Shemitah, on ne peut pas abîmer un fruit de la Shemitah, comme j'ai dit. Par exemple, si vous allez cueillir un fruit, d'accord? Par exemple, il y a une branche, vous avez envie de la couper, mais elle a des fruits. Mais les fruits sont encore verts, ils n'ont pas encore poussé. Vous faites un problème, vous êtes en train d'abîmer des fruits de Shemitah, vous ne les avez pas laissés arriver jusqu'au bout, vous êtes en train d'abîmer la Shemitah. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des inconvénients de la Shemitah. Alors là, je vais répondre à la question des pots. Les pots en plastique, on va terminer un peu avec ça. Et les pots dans la maison. Ok, alors je commence. Ça dépend s'il y a des trous même en fait. Alors, à partir du moment, si on est devant une fenêtre, comme des fois des gens ils ont des pots devant une fenêtre, ou dans le balcon. Donc dès qu'on est en vérité à l'air, au soleil, etc., directement, on n'est pas sous un toit, etc. Donc on va vraiment se comporter vraiment comme si c'était la Shemitah par rapport à l'entretien, etc. D'accord? Donc c'est pour ça que d'arroser d'une manière minimum pour que ça tienne, c'est oui, parce qu'on a le droit de le maintenir. D'accord. Maintenant, de couper des choses. Donc, ça va dépendre. C'est pour ça que des fois, il faut apprendre. Il ne faut pas avoir peur des fois de prendre un conseil d'un jardinier qui vous explique qu'est-ce qui peut abîmer. Moi, je ne veux pas de la beauté. Vous ne voulez pas abîmer pour le maintenir. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des feuilles qui sont un peu pourries, etc. Et ça peut abîmer tout le reste. Donc, vous allez retirer la feuille pas pour
en vérité, arranger, embellir, vous simplement ne voulez pas que votre peau va mourir. Donc ça, vous avez le droit. Ou bien il y a des choses qui poussent, que ça peut vraiment déranger, que ça peut étouffer, etc. Donc, selon les choses, selon les conseils. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un jardinier qui est expérimenté une fois et qui vous explique le maintien pour ne pas embellir la chose, mais simplement pour pas que la plante, elle meure ou pas. Bah, ça, c'est la seule chose qu'on a le droit en vérité de faire, c'est de maintenir. Par contre, dans la maison, quand en plus on est en étage, on n'est pas ici, on est quand même on n'est pas au premier étage, on est surélevé, d'accord. Et en plus on a un toit, d'accord. Qu'elle va remercier si c'est en plus dans un pont en plastique, etc. Parce qu'il y en a il y a un Vosner dans un shoot dans avec tête, lui il veut dire que peut-être comme il y a un peu de sable des fois sous les dalles, etc. Que c'est quand même attaché avec le sol. Alors, malgré qu'il y a du béton à un certain moment dans ces choses-là, bon, il a voulu être marqué. Donc, maximum, des fois, on met ça dans un pot en plastique. On peut mettre des fois une petite nappe en plastique, etc. Mais c'est des khumrot. À partir du moment où on est en étage et qu'on est sous un toit, la vérité, c'est là-bas, vous arrosez quand vous voulez, vous coupez quand vous voulez. Et il y a même beaucoup d'opinions qui vont même permettre de semer de faire ce qu'on veut. C'est dans une maison. Alors, il y en a qui ne vont pas le faire. Si on a Bachot, il disait de ne pas exagérer, de planter pendant chose, mais al-pi al-lacha, comme c'est complètement déconnecté, etc., c'est un peu une matzamelutak qu'on a ici. Hein. D'accord. Et c'est encore plus cool que la matzamelutak à la maison. Pourquoi? Parce que la matzamelutak, parce que la lacha, c'est que sous un toit, ça s'appelle dans une maison et pas dans un champ. Mais la vérité, c'est que dans la hamama, c'est un petit champ fermé. Là, on est vraiment dans une maison, etc. Donc, ça veut dire que le Rav Ashkenazi à la Vachalom, il permettait de semer dans des pots ici quand on est en étage et sous un toit. Et il y a plein de rabbins qui permettent, mais on va dire d'entretenir, c'est sûr que c'est OK. Et sans aucune limite d'entretien. On est dans une maison. Par contre, dès que votre pot il est sur votre fenêtre et donc le soleil qui tape, il n'est pas sous un toit complètement, il a l'air un petit peu. Ou quand vous êtes dans votre mirpesset, dans le balcon, là, il faudra entretenir au minimum pour le maintenir. Je vais vous demander, peut-être pas pour maintenant, mais si j'ai envie de tailler un petit peu les haies, parce que c'est un peu touffu, ça prend… tailler quoi? Tailler les haies. J'ai des haies de etc., tout autour du jardin. Oui. Et j'ai pris l'habitude chaque année, après ça, je les taille. Pourquoi faire? Pourquoi vous taillez? Parce que c'est trop… Ça prend de la lumière, sur les jardins. Ok. Ok. Donc ça c'est pour. C'est autorisé. Ouais. Voilà. Moi j'ai des fruits, j'ai des amandes, j'ai un amandier, j'ai un figuier. S'il y a un figuier, quelquefois c'est une seule figue. Et puis les amandes sont amères. Alors quand c'est pas vraiment mangeable, parce que c'est quand même on doit marquer, etc. Oui, parce qu'en vérité, ça peut se préparer comme dans une sorte de